Un médecin examinait une fillette de 8 ans malade lorsqu'elle murmura quelque chose qui le fit s'arrêter net. Il appela immédiatement la sécurité en s'exclamant « N'autorisez pas son père à partir ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le docteur Nathan Cole se frotta les yeux en fixant l'écran de l'ordinateur, les dossiers médicaux électroniques se brouillant devant lui, 3 heures après le début de son service de 12 heures à la pédiatrie de Mercy Générale, et il luttait déjà contre la fatigue lors de son 4e double service cette semaine, conséquence de la pénurie persistante de personnel de santé à Boston qui laissait l'hôpital en sous-effectif constant. « Dr Cole, nous avons une nouvelle admission dans la chambre 412, » dit l'infirmière-chef Sandra en posant un dossier manille à côté de son clavier. Malgré le système de dossiers électroniques de l'hôpital, Sandra tenait obstinément à conserver ses sauvegardes sur papier. Une fille de 8 ans présentant des épisodes récurrents de gastrite, une déshydratation légère et un poids inférieur de 5% à la plage attendue pour son âge. Nathan acquiesça en prenant une dernière gorgée de café froid avant de prendre le dossier. « Merci, Sandra. » Dossier, père principal, mère décédée il y a 2 ans dans un accident de voiture. Sa voix s'adoucit, 3e admission en 8 mois avec des symptômes similaires. Quelque chose dans le ton de Sandra fit lever Nathan. L'infirmière vétéran avait travaillé en pédiatrie pendant 27 ans, bien plus longtemps que Nathan n'avait vécu, et il avait appris à faire confiance à son instinct. Son visage marqué restait professionnellement neutre, mais ses yeux exprimaient une interrogation. La 3e fois qu'il demanda, Sandra acquiesça lentement, des médecins différents à chaque admission, des plaintes variées ou douleurs à l'estomac, puis fatigue inexpliquée. Et maintenant cela, mais avec des constatations similaires à l'examen. Nathan fronça les sourcils, et personne ne signalait ce père, Robert Sullivan, le nom lui parut immédiatement familier. Sullivan Investment gérait les portefeuilles de la moitié de l'élite de Boston. Leur logo ornait la nouvelle aile cardiaque de l'hôpital, fruit d'un don de 20 millions de dollars fait il y a 3 ans. Robert Sullivan siégeait également au conseil d'administration de l'hôpital. « Je vois, » dit Nathan d'un ton calme, « je pensais juste que tu devrais le savoir. » Sandra répondit, son intention clairement exprimée dans le silence qui suivit, « Je vais y aller maintenant. » Nathan se redressa en ajustant sa blouse blanche. « Quelqu'un d'autre est-il déjà passé ?» Juste le résident qui l'a admise. Le docteur Patel avait prescrit les premiers examens sanguins et les fluides. Il hésita, le père ayant demandé à parler à l'attending en mentionnant spécifiquement son poste au conseil d'administration. Nathan sentit une oppression familière dans sa poitrine, la même sensation qu'il avait ressentie durant son enfance lorsque son propre père, un juge respecté, rappelait aux autres sa position juste avant d'imposer son autorité pour obtenir ce qu'il voulait. Le souvenir de cette façade publique soignée contrastant avec la réalité privée fit serrer la mâchoire de Nathan. « Bon, » dit-il en forçant un léger sourire, « ne faisons pas attendre Monsieur Sullivan. » Le couloir de la pédiatrie était décoré de scènes sous-marines colorées, de dauphins joyeux et de pieuvres souriantes qui semblaient presque grotesques sur fond de moniteurs bourdonnants et d'odeurs antiseptiques. Nathan consulta rapidement le dossier numérique sur sa tablette en marchant, notant l'admission précédente que Sandra avait mentionnée. Chaque résumé de sortie évoquait une gastrite résolue ou un syndrome viral, assorti de rendez-vous de suivi qui, selon les dossiers, n'avaient jamais été honorés. Devant la chambre 412, Nathan s'arrêta et observa, à travers la porte entr'ouverte, une petite silhouette recroquevillée sur le côté dans le lit d'hôpital. Des cheveux foncés se déployaient sur l'oreiller. À côté du lit, un homme en costume impeccablement taillé, gris charbon orné de fines rayures, était assis dans une chaise de visite inconfortable, le dos droit. Une main reposait sur son téléphone, l'autre était posée sur le lit, sans vraiment toucher l'enfant. Nathan frappa légèrement sur le chambranle avant d'entrer. « Monsieur Sullivan, je suis le Dr Cole, le médecin responsable. » Robert Sullivan se leva immédiatement, ses mouvements fluides et maîtrisés. Il était grand, peut-être 1,88 m, avec la carrure de quelqu'un qui trouvait le temps d'aller à la salle de sport malgré un emploi du temps chargé. Ses cheveux, foncés avec des touches d'argent distinguées aux tempes, étaient coiffés avec soin, et son visage rasé affichait l'éclat sain issu de soins de peau coûteux. Lorsqu'il souriait, des dents parfaites apparaissaient sous des yeux inquiets. « Dr Cole, merci d'être venu si rapidement, » dit-il en serrant fermement la main, de manière concise. « Je suis assez inquiet pour Emma, c'est sa 3e hospitalisation cette année et nous ne semblons toujours pas avoir de réponse. » Nathan acquiesça en se dirigeant vers le lit. « Je comprends votre inquiétude, je ferai de mon mieux pour en découvrir la cause. »
D'un ton amical, il concentra ensuite son attention sur la petite patiente qui, depuis son entrée, ne bougeait pas. « Emma, je suis le docteur Cole. Est-ce que ça te va si je te parle un peu et que je t'examine » Les yeux d'Emma s'ouvrirent grands, sombres et attentifs. Elle ne parla pas, mais hocha la tête presque imperceptiblement. Nathan remarqua combien ses bras étaient fins sous la blouse d'hôpital, à quel point ses clavicules ressortaient sous le tissu. Son teint était pâle, orné de cernes sombres qui laissaient supposer un trouble chronique du sommeil, et ses lèvres étaient sèches malgré les fluides qu'elle recevait. « Emma ne mange pas bien depuis des semaines », expliqua Robert Sullivan d'une voix empreinte de la sollicitude paternelle. « Elle a toujours été difficile avec la nourriture, surtout depuis le décès de sa mère, mais ces derniers temps, c'est devenu pire. Elle se plaint de douleurs à l'estomac, vomit parfois après les repas, et son enseignante a appelé la semaine dernière pour dire qu'elle s'était endormie en classe 2 fois. » Nathan écouta tout en commençant son examen, notant que les yeux d'Emma suivaient les mouvements de son père plutôt que de se concentrer sur lui, Nathan. Lorsqu'il plaça son stéthoscope sur sa poitrine, il sentit son cœur battre la chamade malgré son apparente immobilité. A-t-elle eu de la fièvre ? Y a-t-il eu des changements dans ses habitudes ? Demanda-t-il en déplaçant le stéthoscope sur son abdomen. Aucune fièvre que j'ai remarquée, peut-être un peu de constipation, mais rien d'alarmant. Nathan regarda Emma. Est-ce que ton ventre te fait mal maintenant ? Emma, après avoir regardé son père, hocha la tête. Peux-tu montrer où ça te fait mal ? La petite main d'Emma se porta vers son haut ventre, juste en dessous de sa cage thoracique, et elle demanda, est-ce que ça te fait mal en continu ou ça vient et repart ? Elle murmura quelque chose d'accent grave peine audible. C'est bon, tu peux parler, dit Robert avec un soupçon de sévérité sous l'encouragement. Les yeux d'Emma se détournèrent de nouveau vers son père. Ça te fait le plus mal la nuit et le matin. Je vois, continua Nathan en poursuivant son examen, remarquant qu'Emma se crispa lorsqu'il palpait ses bras, bien qu'il eût été tout en douceur. Je vais vérifier encore quelque chose, d'accord ? Je te dirai tout ce que je fais avant de le faire. Tout en expliquant chaque étape de l'examen, il observa de multiples ecchymoses à différents stades de guérison sur ses bras et ses jambes. Certaines pouvaient être dues à des chutes typiques d'enfance, mais leur répartition et leur position soulevaient des inquiétudes. En examinant son dos, il remarqua que ses vertèbres et ses côtes étaient plus saillantes qu'elles ne devraient l'être, confirmant la perte de poids notée dans son dossier. « Monsieur Sullivan, pourriez-vous sortir un instant pendant que je vérifie les signes vitaux d'Emma ? Parfois, les enfants de cet âge se sentent plus à l'aise avec un peu d'intimité. » Nathan garda un ton léger et professionnel. Un éclair de quelque chose, peut-être d'irritation, traversa le visage de Robert avant de revenir à son air paternel inquiet. « Bien sûr, j'ai quelques appels à passer de toute façon. Je serai juste à l'extérieur, princesse. » Il passa une main dans les cheveux d'Emma, un geste affectueux qui fit légèrement se raidir l'enfant une fois que Robert quitta la pièce. Nathan tira une chaise près du lit d'Emma et se plaça à hauteur de ses yeux. « Comment te sens-tu vraiment, Emma ? Tu peux tout me dire, et ça restera entre nous, médecin et infirmier, d'accord ?» Les yeux d'Emma restèrent fixés sur la porte pendant plusieurs longues secondes avant de se tourner vers le visage de Nathan. L'épuisement qu'il y voyait était bien trop adulte pour une fillette de 8 ans. « D'après mon dossier, tu es en 3e année. Est-ce que tu aimes l'école ? » demanda-t-il, choisissant un sujet plus facile pour créer un lien. Un léger hochement de tête suivit. « J'aime la lecture et l'art. » L'art était aussi mon préféré, sourit Nathan, même si j'étais nul en la matière, j'adorais ça. Qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Des arbres et des maisons ? Sa voix était à peine audible. Des endroits où vivre. Ça a l'air bien. Nathan vérifia de nouveau son pouls, remarquant qu'il avait légèrement ralenti en l'absence de son père. J'ai besoin de te poser quelques questions sur comment tu te sens. D'accord, si ton ventre te fait mal, quand a-t-il commencé à te faire mal ? Les doigts d'Emma tripotaient la fine couverture d'hôpital. Après que j'ai renversé le jus. La main de Nathan s'arrêta sur son poignet. Le jus sur le tapis, c'était un accident. Ses yeux se remplirent soudainement. Je ne voulais pas, mais ça a fait une tache, et papa a dit que j'étais négligente et ingrate pour les belles choses qu'on avait, et c'est là que mon ventre a commencé à me faire mal. Elle hocha la tête. Il a dit que je ne pouvais pas dîner parce que j'avais déjà gaspillé la nourriture, et le lendemain ça faisait encore plus mal. Nathan garda une expression neutre, bien qu'un froid se formait dans sa poitrine. Est-ce que cela arrive souvent, de ne pas prendre de repas quand tu fais des erreurs ? Ses petites épaules haussèrent en un geste de résignation, ce qui suffisait comme réponse.
Emma, j'ai besoin de vérifier encore quelque chose, d'accord? Peux-tu t'asseoir pour moi? Alors qu'il l'aidait à s'asseoir, sa blouse d'hôpital se déplaça, révélant davantage d'ecchymoses autour de son bras supérieur, avec des marques nettes de doigts. Nathan fit semblant de ne pas remarquer et poursuivit immédiatement son examen en posant des questions banales sur l'école et ses amis. Les réponses d'Emma furent minimales, sa voix demeurant à peine audible. « Ça a l'air de te faire mal », dit-il doucement en effleurant la zone à côté des marques sur son bras. « Peux-tu me dire comment tu as eu ces blessures ?» Le souffle d'Emma se coupa, et elle fixa les ecchymoses comme si elle les voyait pour la première fois. « Je suis tombée, dit-elle. Nathan avait entendu cette réponse des centaines de fois aux urgences. Il hocha la tête, adoptant un ton détendu. « Tu sais, c'est drôle, mais nous, médecins, pouvons généralement distinguer des ecchymoses dues à une chute de celles causées par autre chose. Celle-ci ressemble plus à des marques de saisie. Est-ce que quelqu'un t'a attrapé au bras ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Emma, mais elle resta silencieuse. « C'est bon, tu peux me le dire, » murmura Nathan doucement. « Mon travail est d'aider les enfants à aller mieux, pas seulement leur ventre, mais tout, personne ne devrait te faire de mal, Emma. » Son souffle se fit de petits halètements. « Papa dit que je fais facilement des ecchymoses, comme maman. » Nathan ressentit un frisson. « Ta maman faisait aussi facilement des ecchymoses, n'est-ce pas ?» Emma acquiesça. Elle devait les dissimuler avec du maquillage pour le travail. « Papa m'a montré sa crème spéciale après qu'elle soit décédée, pour quand j'en aurais besoin. » Quelque chose dans sa voix, cette platitude apprise, le choix soigneux de ses mots, indiquait à Nathan qu'elle répétait des phrases qu'elle avait entendues maintes fois. Il avait lui-même reconnu ce même ton enfantin, utilisé pour expliquer des blessures et justifier des traitements inacceptables. « Emma, je veux m'assurer que tu es en sécurité et en bonne santé. Peux-tu me dire ce qui se passe à la maison quand tu fais ce que papa appelle des erreurs ?» Elle jeta un regard vers la porte, son petit corps se raidissant. Lorsqu'elle se tourna de nouveau vers Nathan, sa voix chuta encore. « La cuisine est maintenant verrouillée pour que je ne gaspille pas la nourriture. Je ne peux manger qu'au repas, si j'ai été sage. » Ses mains se tordirent l'une dans l'autre. « Parfois, je ne suis pas assez bien, et quand tu n'es pas assez bien, je dois rester dans ma chambre sans dîner, parfois même sans petit déjeuner. Si je pleure à ce sujet... » Nathan se força à respirer régulièrement afin de conserver son sang-froid malgré la colère qui montait en lui. « Cela arrive-t-il souvent, de ne pas manger quand tu fais des erreurs ?» Elle haussa de nouveau les épaules. « Quand je fais des erreurs, j'en fais beaucoup, et ces ecchymoses apparaissent-elles aussi quand tu fais des erreurs ?» Les yeux d'Emma se remplirent encore de larmes. « Parfois, papa se fâche quand je n'écoute pas immédiatement, dit-elle, il dit qu'il doit juste s'assurer que je fais attention. » Elle serra plus fort la couverture autour d'elle. « Il ne fait pas exprès de me serrer si fort, il oublie juste à quel point il est fort. » Nathan hocha la tête, son esprit parcourant les protocoles et procédures. « Tu fais preuve de beaucoup de courage en me disant tout cela, Emma. Vraiment courageuse. »« Docteur Winters, dit-elle, mon ventre me fait mal parce que j'étais anxieuse, que je devais redoubler d'efforts pour rester calme. » La voix d'Emma avait de nouveau pris ce ton mécanique. « Papa dit que je suis trop sensible, comme l'était maman. » Docteur Winters était l'un de tes anciens médecins ici, rappela Nathan, et Emma acquiesça. Nathan prit mentalement note de revoir ses dossiers plus attentivement. « Eh bien, parfois, le ventre fait mal quand on est inquiet ou effrayé. C'est une réaction normale du corps, ça ne veut pas dire que tu es trop sensible. » Dans le couloir, il entendit des voix. Robert Sullivan conversait avec quelqu'un, leur discussion étouffée mais au ton convivial. Emma les entendit aussi, et son corps se raidit de nouveau. « Emma, » dit rapidement Nathan, « y a-t-il autre chose que tu penses que je devrais savoir? Quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre comment te soulager ?» Elle hésita, regardant entre lui et la porte, puis, d'un geste soudain, elle tendit la main pour la saisir, le rapprochant. Son chuchotement était si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. « On ne m'a pas autorisé à parler des règles de la maison, mais papa a dit que si je racontais à quelqu'un notre heure de médicament spécial, il devrait m'envoyer loin pour toujours parce que je serais trop abîmé pour être réparé. Je ne veux plus de ce médicament, il me fait voir des choses effrayantes et dormir trop longtemps. » Nathan se figea, le sang se glaçant. « Quel médicament, Emma? Peux-tu me dire à quoi il ressemble? » « De petites pilules bleues. Elles ne viennent pas du médecin, ce sont des pilules spéciales pour quand je suis trop surexcité ou que je pose trop de questions. » Son emprise sur sa main se resserra. Il dit que ce sont des vitamines, mais elles rendent tout flou.
Je fis mine d'avaler une dernière pilule, tout en la cachant dans ma main libre. Elle glissa sous son oreiller et en sortit un petit comprimé bleu. Nathan le reconnut immédiatement, une benzodiazépine de force prescrite, un sédatif dangereux pour un enfant de sa taille, surtout s'il était administré régulièrement. « Tu as fait la bonne chose de me montrer cela, Emma », dit-il d'une voix stable malgré ses pensées qui s'emballaient. Il administra discrètement la pilule alors que la porte commençait à s'ouvrir. « Je vais m'assurer que tu es en sécurité », déclara Nathan. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de peur et d'un espoir fragile lié à sa promesse. Elle chuchota « Je promets ». Nathan répondit alors que Robert Sullivan réintégrait la pièce, tout semblant en ordre. Le sourire parfait du docteur demeurait, mais ses yeux évaluaient la scène avec une précision calculée. « Je termine juste », dit Nathan en se levant. « Monsieur Sullivan, puis-je m'entretenir avec vous un instant à l'extérieur au sujet du traitement d'Emma ?»« Bien sûr, » répondit Robert en se tournant vers Emma, « sois sage, princesse, je reviens tout de suite. » Dans le couloir, Nathan entraîna Robert quelques pas hors de la porte. « Monsieur Sullivan, je suis préoccupé par l'état d'Emma. Ses symptômes et ses constatations physiques suggèrent que nous devons effectuer des tests supplémentaires. J'aimerais la maintenir hospitalisée au moins pour la nuit. » Robert fronça légèrement les sourcils, une expression qui semblait calculée plutôt que sincère. « Est-ce vraiment nécessaire ? Ses admissions précédentes s'étaient résolues en quelques heures. J'ai des réunions demain que je ne peux pas décaler. Je comprends l'inconvénient, mais la santé d'Emma doit être notre priorité. Elle montre des signes de malnutrition et de déshydratation qui m'inquiètent, dit Nathan en maintenant le contact visuel, cherchant des réactions. J'observe également des ecchymoses inexpliquées qui méritent investigation. Un éclair de colère, voire de peur, traversa le visage de Robert avant de disparaître. C'est une enfant active malgré sa petite taille, toujours en train de grimper et de tomber, et elle fait facilement des ecchymoses, un trait hérité du côté de sa mère. Sa voix se durcit légèrement. Je suis certain que vous ne suggérez rien d'inapproprié, Dr. Cole. Je ne fais qu'observer des faits médicaux, Monsieur Sullivan. C'est mon travail d'enquêter sur toutes les causes potentielles des symptômes d'un enfant. Nathan, le cœur battant, reprit. Nous devrons réaliser un bilan complet d'analyse sanguine, et je consulterai notre nutritionniste. J'ai également remarqué que les rendez-vous de suivi précédents avaient été manqués. Puis-je vous demander pourquoi ? La posture de Robert se raidit. Nous avons consulté un médecin privé entre les visites à l'hôpital, le docteur Levançon, sur Marlborough Street. Vous pouvez contacter son cabinet si vous avez besoin des dossiers. Nathan hocha la tête, notant mentalement le nom. Je ferai cela. En attendant, je dois passer quelques commandes pour les soins EMS. Notre spécialiste de l'accompagnement des enfants viendra bientôt pour aider Emma à se sentir plus à l'aise pendant son séjour. Cela ne sera pas nécessaire, répondit calmement Robert. Emma a sa tablette pour se divertir et je serai avec elle dès que possible entre mes réunions. C'est la politique de l'hôpital pour toutes les admissions pédiatriques de son âge. Un silence tendu s'installa avant que Robert n'acquiesce sèchement. Très bien, je dois passer quelques appels. J'espère que vous me tiendrez informé avant toute procédure significative ou modification de médication. Alors que Robert se dirigeait vers le petit espace d'attente au bout du couloir, Nathan se dirigea en sens inverse, avançant d'un pas mesuré jusqu'à ce qu'il prenne un virage, puis se précipita vers le poste infirmier où Sandra mettait à jour les dossiers. « J'ai besoin que tu contactes immédiatement la sécurité de l'hôpital, » dit-il à voix basse, et informe-les discrètement pour qu'ils s'assurent que Robert Sullivan ne quitte pas l'hôpital avec sa fille, puis appelle le docteur Winters du service social et fais-la venir ici sans tarder. Les yeux expérimentés de Sandra se plissèrent en lisant son expression. Suspicion d'abus. Nathan acquiesça en ouvrant sa paume pour révéler la pilule bleue. Abus confirmé, négligence nutritionnelle, ecchymose physique, et il la céda avec ses pilules. J'ai besoin que vous ajoutiez un contrôle à ces analyses sanguines et qu'une présence de sécurité soit assurée à cet étage dans les 5 minutes. C'est noté, répondit Sandra en se saisissant du téléphone, son geste précis et concentré. Nathan referma sa main autour de la pilule en sentant son petit poids, un poids qui portait désormais l'avenir d'une enfant vulnérable dont la confession murmurée avait tout changé. Derrière lui, Robert Sullivan émergea de la zone d'attente, téléphone en main, son expression indéchiffrable alors qu'il balayait du regard la pédiatrie. Leurs regards se croisèrent brièvement, et à cet instant, Nathan sut que, sous le costume impeccable et le sourire de façade, se cachait un prédateur qui percevait la moindre menace.
Nathan se détourna, saisissant le téléphone le plus proche. Sa main ne trembla pas lorsqu'il composa l'extension de la sécurité. Ici Dr Nathan Cole en pédiatrie. J'ai besoin de la sécurité au 4e étage immédiatement. Sa voix était ferme, sa résolution absolue. N'autorisez en aucun cas Robert Sullivan à quitter l'hôpital avec sa fille. Les portes de sécurité de la pédiatrie se refermèrent en sifflant derrière Nathan alors qu'il entrait dans l'aile administrative de Merci Générale. La transition soudaine des murales sous-marines colorées aux couloirs austères et beiges reflétait son changement intérieur, passant de médecin à défenseur, un rôle qui le faisait se sentir vulnérable, comme s'il avait abandonné sa blouse blanche protectrice. « Dr Cole, ils vous attendent. » Hélène Morrison, la conseillère juridique de l'hôpital, fit un geste en direction de la salle de conférence, son expression impassible ne révélant rien, indiquant à Nathan tout ce qu'il devait savoir sur la tension qui régnait. 3 heures s'étaient écoulées depuis son appel à la sécurité. 3 heures de documentation méthodique et silencieuse, de photographie des ecchymoses d'Emma, de comparaison de son poids avec les dossiers antérieurs, et de précipitation pour obtenir le panel toxicologique qui confirmait la présence de benzodiazépines dans son organisme. 3 heures à observer, en silence, la façade de Robert Sullivan se fissurait peu à peu, tandis que le personnel de sécurité maintenait une présence discrète mais indéniable à l'extérieur de la chambre d'Emma. Nathan prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence. À l'intérieur, 5 personnes étaient assises autour d'une table en acajou poli. Le directeur de l'hôpital, le docteur William Porter, le chef de la pédiatrie, le docteur Amara Okafor, le docteur Sarah Winters du service social, une femme qu'il ne reconnaissait pas mais qu'il supposait appartenir au service de protection de l'enfance, et, à l'extrémité opposée, Robert Sullivan, accompagné d'un homme qui ne pouvait être que son avocat. « Dr Cole, merci d'être venu », commença le docteur Porter, sa voix trahissant la cordialité tendue d'une personne tentant de désamorcer une bombe. « Je crois que vous connaissez tout le monde ici, sauf mademoiselle Reynolds du département de la protection de l'enfance et monsieur Harrington, qui est ici avec monsieur Sullivan. » Nathan hocha la tête en prenant la chaise vide à côté du docteur Okafor, un choix délibéré qui le plaça directement en face de Sullivan. L'allure impeccable de l'homme d'affaires commençait à se déliter sur les bords, ses cheveux parsemés d'argent étaient légèrement décoiffés, sa cravate desserrée d'1 centimètre de plus que d'ordinaire. « Soyons clairs sur la raison de notre présence, » poursuivit Porter. Dr Cole a initié un rapport obligatoire pour suspicion de maltraitance concernant Emma Sullivan. Monsieur Sullivan a exprimé des inquiétudes quant à la manière dont cela a été mené, incluant la présence de sécurité et les restrictions sur ses déplacements dans l'hôpital, des mesures totalement inappropriées et potentiellement actionnables. L'avocat intervint, avec son accent de Boston bien marqué. Mon client est membre du conseil d'administration de cet hôpital et un membre respecté de la communauté. Être traité comme un criminel sur la base de soupçons infondés de la part d'un jeune médecin est tout simplement inacceptable. Nathan sentit le docteur Okafor se raidir à côté de lui. Dr Cole n'est guère un junior, monsieur Harrington. Il est avec nous depuis 5 ans et a un dossier exemplaire. Quoi qu'il en soit, poursuivit Harrington, les actions prises aujourd'hui ont été excessives et prématurées. La fille de monsieur Sullivan a un historique documenté de problèmes gastro-intestinaux et d'anxiété. Les ecchymoses que le docteur Cole a si dramatiquement soulignées sont compatibles avec des activités infantiles normales et avec son état héréditaire de tendance à faire facilement des ecchymoses, comme sa mère. Nathan resta silencieux, observant le visage de Sullivan. L'expression de l'homme était à juste titre indignée et préoccupée, mais Nathan percevait derrière ses yeux une analyse calculée, tel un joueur d'échecs examinant l'échiquier. « Dr Cole, Dr Porter, pourriez-vous nous exposer vos constatations et préoccupations ?» Nathan ouvrit le dossier posé devant lui, exposant méthodiquement des photographies des ecchymoses d'Emma. Ces images révélaient des motifs d'ecchymose incompatibles avec des blessures typiques d'enfance ou notaient les marques de doigts sur les parties supérieures des bras, témoignant d'une saisie brutale. Le poids d'Emma avait chuté de 5 points de percentile depuis sa dernière admission, il y a 3 mois, ce qui suggère une carence nutritionnelle. Il déposa ensuite le rapport toxicologique sur la table. Le plus préoccupant, son bilan sanguin révélait la présence d'Alpram, une benzodiazépine non prescrite par aucun médecin de cet hôpital et contre-indiquée pour les enfants de son âge. Interrogée en privé, Emma avait déclaré que son père lui administrait des pilules bleues comme « médicament spécial » quand elle était trop surexcitée ou posait trop de questions. Le visage de Sullivan s'empourpra. « C'est absurde.
Ma fille a des problèmes d'anxiété depuis la mort de sa mère. Parfois, elle a du mal à dormir, ce qui devrait être traité par des canaux psychiatriques appropriés, et non par des benzodiazépines non prescrites. Nathan intervint, d'une voix calme et ferme. Emma est imaginative et confond parfois ses médicaments. Sullivan a mentionné qu'elle prenait un multivitaminé prescrit qui est bleu. C'est clairement de cela dont elle parlait. Pour ce qui est de cela, reprit le travailleur social, le Dr Winters, les multivitamines ne contiennent pas d'alpraam et ne provoquent pas les effets sédatifs qu'Emma décrit. Harrington se pencha en avant. Mon client ne concède pas avoir fourni un tel médicament. Les déclarations des enfants, surtout lorsqu'elles sont potentiellement influencées par des questions orientées, sont notoirement peu fiables. Nathan sentit sa mâchoire se serrer. Je n'ai pas posé de questions orientées. Emma a spontanément donné ses informations et fourni des preuves physiques. Il se tourna alors vers mademoiselle Reynolds du DCF. Elle avait caché l'une des pilules sous son oreiller, que j'ai soumise pour analyse. Les résultats préliminaires correspondent à l'alprazolam retrouvé dans son organisme. L'expression de Sullivan se fit sombre un instant avant qu'il ne retrouve son calme. Si une telle pilule existait, elle aurait pu l'obtenir n'importe où. J'ai toujours exercé un contrôle strict sur mes médicaments prescrits. Vous avez bien de l'alpraam prescrit pour vous? Nathan demanda. Mes informations médicales sont privées et sans rapport avec ces accusations infondées? Sullivan répliqua sèchement, en jetant un regard à son avocat. Mademoiselle Reynolds s'éclaircit la gorge. Monsieur Sullivan, je comprends que cette situation soit pénible, mais notre priorité doit être le bien-être d'Emma. Vu les preuves ou les ecchymoses inexpliquées, la perte de poids, la présence d'un médicament non prescrit dans son système et ses déclarations au personnel médical, où j'initie une enquête formelle ainsi qu'une assignation de garde temporaire pour assurer sa sécurité pendant ce processus. Les mains de Sullivan se posèrent à plat sur la table. Vous ne pouvez pas me retirer ma fille sur la base de ces absurdités circonstancielles. C'est la procédure standard quand des allégations crédibles émergent. Mademoiselle Reynolds répondit calmement. Emma restera hospitalisée jusqu'à ce qu'elle soit médicalement stabilisée, puis placée en famille d'accueil d'urgence, en attendant notre enquête et le contrôle du tribunal de la famille. C'est scandaleux, intervint Harrington. Mon client est prêt à demander une injonction d'urgence. Il existe des membres de la famille qui pourraient obtenir la garde temporaire si vous persistez dans cette chasse aux sorcières. En réalité, dit le Dr Winters, selon nos premières vérifications, aucun membre de la famille n'est intervenu depuis le décès de Madame Sullivan. La tante maternelle d'Emma avait tenté de maintenir le contact, mais apparemment, cela lui avait été refusé. Nathan vit quelque chose de fugace passer dans les yeux de Sullivan, ou peut-être de la panique, qui disparut aussitôt, remplacée par une indignation maîtrisée. Jenny a des problèmes d'addiction, et Catherine et moi avions convenu, avant sa mort, qu'elle ne serait pas une influence adéquate pour notre fille. Ce n'est pas ce que montrent nos dossiers, répliqua le Dr Winters. Jennifer Carson occupe un poste d'enseignante à l'école élémentaire de Brooklyn et n'a aucun antécédent de dépendance. Nous la contacterons comme option de placement. L'avocat de Sullivan posa une main réticente sur le bras de son client. Nous nous emballons un peu. Monsieur Sullivan a des droits en tant que père d'Emma, et nous avons l'intention de les faire valoir pleinement. En attendant, il devrait avoir un accès illimité à sa fille tant qu'elle reste à l'hôpital. Cela ne sera pas possible, dit Nathan avant que quiconque ne puisse répondre. Vu la nature des allégations et les révélations d'Emma, une visite supervisée serait plus appropriée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Dr Cole, Dr Porter, commencèrent-ils prudemment, peut-être que cette décision devrait être. En réalité, interrompit mademoiselle Reynolds, Dr Cole a raison. Le protocole standard en cas de suspicion d'abus exige que les contacts soient supervisés, surtout lorsque l'enfant a exprimé sa peur envers l'auteur présumé. Emma a dit non à cela. Sullivan protesta, sa voix montant légèrement avant qu'il ne se reprenne. Elle-même. Je suis tout ce qu'il lui reste depuis la mort de sa mère. Monsieur Sullivan, dit Nathan en maintenant un contact visuel direct, lorsque vous avez quitté la pièce pendant mon examen, le rythme cardiaque d'Emma a chuté de 20 battements, puis a immédiatement repris dès que votre voix est revenue. Ce n'est pas une réaction typique d'un enfant envers un soignant en qui il a confiance. La façade contrôlée de Sullivan se fissura enfin. Vous ne savez rien de ma fille ni de notre relation. Vous ne la connaissez que depuis 1 heure. Je l'ai élevée pendant 8 ans. J'étais là pour chaque genou écorché, chaque cauchemar,
chaque projet scolaire. J'étais présent quand sa mère est décédée et que notre monde s'est effondré. Et pourtant, murmura Nathan doucement, elle a choisi de me dire qu'elle avait peur de vous. Un silence tendu emplit la salle. Le docteur Okafor s'éclaircit la gorge. Je crois que nous avons établi les prochaines étapes. Emma restera hospitalisée pour une évaluation et un traitement supplémentaire de ses carences nutritionnelles et sera surveillée pendant que les benzodiazépines se dissipent de son organisme. Le DCF poursuivra son enquête et des procédures légales appropriées pourront être engagées par toutes les parties. Elle se tourna vers Sullivan. Monsieur Sullivan, vous serez autorisé à effectuer des visites supervisées, coordonnées par le bureau de Mademoiselle Reynolds, si Emma se sent à l'aise avec cet arrangement. Ce n'est pas fini, dit Sullivan d'une voix basse et contrôlée, bien que ses yeux restassent fixés sur Nathan. Pas du tout. Non, ce n'est pas terminé, acquiesça Nathan, mais ma seule préoccupation est le bien-être d'Emma, comme il devrait l'être pour chacun ici. À la fin de la réunion, Nathan sentit le poids familier de la confrontation s'installer dans sa poitrine ou la même pression désagréable qu'il avait ressentie enfant face à la colère maîtrisée de son père, la même anxiété qu'il avait accompagnée durant ses études de médecine lorsqu'il devait se dresser contre des attendings intimidants. Mais, derrière ce malaise, reposait la certitude fondamentale d'avoir fait ce qui était juste. Il fut le dernier à quitter la salle de conférence, rassemblant ses documents tandis que les autres quittaient la pièce. Dans l'embrasure de la porte, Sullivan s'arrêta, se retournant quand ils furent momentanément seuls, murmura. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Je ne sais pas quelle sorte de croisade personnelle vous menez, Dr. Cole, mais vous avez commis une grave erreur en ciblant ma famille, répondit Sullivan, le regard fixe. Il ne s'agit pas de vous ou de moi, monsieur Sullivan, il s'agit d'Emma. Le sourire parfaitement lustré de Sullivan ne parvint pas à masquer la dureté de ses yeux. Nous verrons bien. Le service de pédiatrie était plus calme en soirée. Les lumières suspendues s'étaient atténuées pour simuler la nuit, malgré le bourdonnement constant des moniteurs et le crissement des chaussures des infirmières sur le sol. Nathan s'arrêta devant la chambre d'Emma, où un agent de sécurité de l'hôpital était désormais posté près de la porte, une précaution qu'il avait insisté pour mettre en place malgré la réticence de l'administration. À travers la porte entr'ouverte, il vit Emma assise dans son lit, son petit visage éclairé par la douce lueur d'une lampe de lecture, tandis que le docteur Winters était assise à côté d'elle, un livre illustré ouvert entre elles, et la travailleuse sociale pointait quelque chose sur la page. Pour la première fois depuis son admission, l'expression d'Emma passa de la lassitude à l'intérêt. Nathan tapa doucement sur le chambranle avant d'entrer. « J'espère ne pas vous interrompre. »« C'est l'heure de l'histoire, » sourit le docteur Winters. Nous étions en train de terminer, Emma et moi commençons à faire connaissance. Les yeux d'Emma trouvèrent ceux de Nathan, et son expression se radoucit immédiatement, retrouvant sa méfiance. « Est-ce que mon papa rentre ce soir ?» La question portait plus de poids que ces mots simples ne le laissaient deviner. Nathan se déplaça jusqu'au pied de son lit, adoptant une posture ouverte. « Pas ce soir, Emma. Il y a des médecins et d'autres intervenants qui doivent d'abord lui parler. »« Est-il fâché ?» demanda-t-elle, ses doigts s'entremêlant dans la couverture. « Il pourrait l'être, » répondit Nathan honnêtement, « mais ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Notre travail est de veiller à ce que tu te sentes mieux, et le sien est de répondre aux questions des gens à son sujet. Il se fâche vraiment parfois, » murmura-t-elle, surtout quand on lui pose des questions qu'il n'aime pas. Le docteur Winters posa une main douce, sans toucher Emma. Emma m'a parlé un peu de la maison, de la serrure de la cuisine. Et les règles concernant la nourriture. Nathan acquiesça en s'installant dans le fauteuil de l'autre côté du lit. « Cela doit être difficile d'en parler, » dit Emma en haussant les épaules, le geste si adulte dans son acceptation résignée qu'il fit vibrer la poitrine de Nathan. « Titan, papa dit que les choses privées restent privées, mais le docteur Winters dit que parfois, les choses privées doivent être partagées avec des aides si elles te font peur, te rendent triste ou te blessent. » Le docteur Winters a raison, confirma Nathan, et tu as été très courageuse en partageant ces choses privées, cela a demandé beaucoup de courage. Emma regarda entre eux, la confusion évidente sur son visage crispé. Mais papa dit que je m'invente parfois des choses, que j'exagère. Et s'il lui avait raison et que je me trompe dans mes souvenirs? Nathan reconnut le doute, cette graine insidieuse semée par les abuseurs pour amener leurs victimes à remettre en question leur propre réalité. Il avait passé des années en thérapie à désapprendre des leçons similaires de son enfance. Emma, dit-il doucement, nos corps nous disent aussi des choses, pas seulement nos souvenirs.
Les ecchymoses sur tes bras, le médicament dans ton sang qui te faisait sentir étourdi, la douleur dans ton ventre quand tu as peur. Tout cela est réel et mesurable, cela nous aide à comprendre ce que tu ressens, même lorsque les souvenirs semblent confus. Elle réfléchit à cela, son front se plissant de concentration. Donc mon corps n'invente pas des choses? Les corps ne mentent pas? Nathan la rassura, ils réagissent à ce qui leur arrive. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte avec un plateau repas. C'est l'heure du dîner, mademoiselle Emma. La diététicienne a préparé quelque chose de spécial qui devrait être doux pour ton ventre. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent lorsque le plateau fut déposé devant elle. Un petit bol de soupe de poulet, du pain grillé découpé en triangles, des tranches de pommes disposées en forme de fleurs et une tasse de lait. C'était un repas simple, portionné intentionnellement pour ne pas submerger une enfant qui avait été soumise à des restrictions alimentaires. « Tout cela est pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix faible, incrédule. « Tout, oui », confirma l'infirmière, « et si tu as encore faim après, nous pourrons le trouver autre chose. » Les mains d'Emma flottaient au-dessus du plateau sans toucher quoi que ce soit, ses yeux se déplaçant vers les adultes comme si elle attendait une permission ou des conditions. « Tu peux manger, Emma, » encouragea Nathan, « tu n'as pas à mériter cette nourriture, elle t'appartient parce que ton corps en a besoin pour guérir et devenir fort. » Pourtant, elle hésita. « Et si je ne finis pas tout, aurais-je des ennuis ?» La question innocente portait le poids de tout ce contre quoi il luttait. Le docteur Winters se pencha en avant. Tu ne seras pas puni pour avoir trop peu ou trop mangé, Emma. Tu peux écouter ton corps et manger jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Avec hésitation, Emma attrapa un triangle de pain grillé, en prit une petite bouchée, mâcha lentement, prudemment, comme si elle s'attendait encore à des conséquences. Quand aucune ne vint, elle prit une autre bouchée, puis encore une autre, ses mouvements devenant progressivement moins réservés. Nathan échangea un regard avec le docteur Winters au-dessus de la tête d'Emma, un signe tacite de la longue route qui les attendait. Les problèmes liés à la nourriture, issus des abus, persistaient souvent bien après que la sécurité physique ait été assurée. « Je vous laisse profiter de votre dîner » dit Nathan en se levant. « Le docteur Winters restera un peu plus longtemps et l'infirmière Melissa s'occupera de toi ce soir. Je viendrai te voir demain matin, d'accord ?» Emma acquiesça, déjà concentrée sur le soin avec lequel elle portait la soupe à ses lèvres à la cuillère. Dans le couloir, Nathan s'appuya contre le mur, soudain conscient de la fatigue profonde qui s'était installée dans son corps. L'adrénaline qu'il avait portée à travers la confrontation avec Sullivan s'estompait, laissant derrière elle le poids lent des conséquences émotionnelles. « Dr Cole » se dit-il en se retournant pour trouver le docteur Okafor qui approchait d'un pas habituellement rapide, ralenti par l'heure tardive. Chef de pédiatrie depuis 10 ans, Amara Okafor avait été le mentor de Nathan pendant sa résidence, ses standards intransigeants et sa défense farouche des patients ayant façonné sa propre approche de la médecine. « Comment va notre patiente ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil vers la chambre d'Emma. Physiquement, elle réagit bien à la réhydratation et à la nutrition, psychologiquement. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Elle a été conditionnée à douter de ses perceptions et à craindre des conséquences pour ses besoins fondamentaux, des indicateurs classiques d'abus. Le docteur Okafor hocha la tête, son expression grave. Sullivan ne se laissera pas faire calmement. Il a déjà appelé 3 membres du conseil, affirmant que vous avez une vendetta contre lui, disant que vous étiez inutilement agressif et que vous aviez tiré des conclusions hâtives sans enquête adéquate. J'ai suivi le protocole à la lettre, répondit Nathan en se redressant. Chaque constat est documenté, chaque préoccupation est étayée. Si le conseil souhaite revoir mes actions, je l'accueillerai. Le conseil ne posera pas de problème. Elle le rassura, j'ai déjà parlé avec le président et il est d'accord que la sécurité des patients prime sur toutes les autres considérations. Mais Sullivan a des connexions au-delà de l'hôpital, cela pourrait devenir compliqué. Nathan se frotta les yeux. C'est déjà compliqué pour Emma, tout le reste n'est que bruit. Le docteur Okafor l'observa d'un regard perçant qui avait intimidé des générations de résidents. Tu es personnellement impliqué dans ce cas ? Ce n'était pas une question, mais Nathan répondit quand même, je suis professionnellement impliqué dans chaque cas impliquant un enfant en danger. L'usage de mon prénom par Nathan était suffisamment rare pour capter toute son attention. Je te connais depuis que tu étais ce résident de 2e année privé de sommeil. Je sais quand quelque chose touche de plus près. Il envisagea de détourner la conversation, maintenant la distance professionnelle qu'il gardait habituellement entre son passé et sa pratique, mais le docteur Okafor avait gagné son honnêteté il y a des années. Mon père était beaucoup comme Sullivan, admit-il calmement.
Un juge respecté, un leader civique, qui récoltait des fonds pour les associations caritatives pour enfants, convainquant tout le monde qu'il était le père de l'année. Sa mâchoire se serra derrière des portes closes. Il était une personne entièrement différente. Le docteur Okafor hocha la tête, sans surprise dans son expression. Je le soupçonnais, étant donné ta sensibilité particulière à ces cas. Cela obscurcit ton jugement? Non, dit Nathan sans hésitation, cela le clarifie. Je connais les signes parce que je les vis, je connais les excuses parce que je les ai formulées pendant des années, et je sais que le système échoue ses enfants parce qu'il m'a échoué à maintes reprises. Le système est imparfait, reconnut elle, mais c'est avec ce que nous devons travailler. Sullivan utilisera tous les avantages, appellera toutes ses faveurs, il essayera de te discréditer professionnellement et possiblement personnellement. Qu'il essaie, la sécurité d'Emma vaut tout ce qu'il pourra me lancer. Le docteur Okafor posa brièvement une main sur son épaule. Repose-toi, Nathan, demain sera difficile et Emma a besoin de toi à ton meilleur. Après son départ, Nathan resta dans le couloir, observant par l'entrebâillement de la porte alors qu'Emma mangeait son dîner avec précaution, sous l'encouragement doux du docteur Winters. Chaque bouchée soigneuse semblait à la fois une victoire et une condamnation. Une enfant apprenant que la nourriture ne dépendait pas de la perfection, que ses besoins fondamentaux n'étaient pas des privilèges à gagner par la conformité. Sa radio vibra contre sa hanche. Les urgences avaient besoin d'une consultation pédiatrique. Après un dernier regard vers Emma, il se dirigea vers l'ascenseur, changeant déjà d'engrenage mental vers l'autre enfant qui avait besoin de son attention. Les tournées du matin retrouvèrent Nathan dans la chambre d'Emma, en train de revoir son dossier pendant qu'elle dormait. La nuit s'était écoulée sans incident, ses signes vitaux se stabilisant alors que les fluides et la nutrition commençaient à remédier à ses déficits physiques. Les analyses de sang montraient que les benzodiazépines se dégageaient de son système, bien que leurs effets puissent persister encore un jour ou deux. Il notait l'amélioration de sa couleur quand une agitation dans le couloir attira son attention, des voix élevées, dont une qu'il reconnut immédiatement comme étant celle de Robert Sullivan qui approchait de la chambre d'Emma. Nathan sortit dans le couloir, refermant la porte derrière lui. Sullivan se tenait là, argumentant avec l'infirmière de service et un agent de sécurité, une femme en costume élégant à ses côtés. Son apparence avait retrouvé une tenue impeccable, costume frais, cheveux parfaits, le masque de contrôle solidement en place. Seule la tension autour de ses yeux trahissait son agitation. « Monsieur Sullivan, c'est un service de pédiatrie, veuillez baisser la voix », dit Nathan en s'adressant directement à lui. Les yeux de Sullivan se fixèrent sur lui avec une hostilité non dissimulée. « Dr Cole, je suis ici pour voir ma fille, comme c'est mon droit. » Cet officier semble confus au sujet des arrangements de visite. « La visite doit être supervisée par le personnel du DCF, répondit calmement Nathan. Mademoiselle Reynolds a indiqué qu'elle se chargerait de la coordination. Je suis Eliza Harmon, l'avocate de la famille de Monsieur Sullivan, interrompit la femme à côté de Sullivan. Nous avons un ordre du tribunal d'urgence autorisant la visite ce matin. Mademoiselle Reynolds a été notifiée mais n'était pas disponible, donc je superviserai en tant qu'officier de justice, dit-elle en tendant un document que Nathan accepta à contre-cœur. L'ordre semblait légitime, bien que limité dans sa portée. Une visite supervisée de 30 minutes, sans sortie de la chambre, sans discussion sur l'enquête en cours. Emma dort encore, dit Nathan en rendant le document. Elle a eu une nuit difficile à s'adapter au changement de médicaments, peut-être que plus tard ce matin ce sera mieux. Nous attendrons, répondit Sullivan sur un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. J'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui et c'est la seule fenêtre que j'ai pu organiser, je suis sûr que vous comprenez les exigences des postes de direction, Dr Cole, insinua-t-il comme prévu, avant que Nathan ne puisse répondre. La porte d'Emma s'ouvrit derrière lui. Le docteur Winters apparut, l'expression neutre, évaluant la situation. Emma est réveillée, dit-elle à Nathan. Elle a entendu des voix et demandait ce qui se passait. Sullivan s'avança. Je suis ici pour voir ma fille. Docteur Winters, nous avons un ordre du tribunal, acquiesça-t-elle d'un hochement de tête. On m'en a informé. Mademoiselle Reynolds m'a appelé ce matin à ce sujet. Elle se tourna vers Nathan. Peut-être devrions-nous voir si Emma est à l'aise avec une visite dès maintenant? Nathan hésita puis acquiesça, sachant qu'ils étaient liés par l'ordre du tribunal malgré ses préoccupations médicales. Je vais lui parler à l'intérieur. Emma était assise droite dans son lit, ses fines épaules tendues, ses yeux sombres grands d'appréhension. Est-ce que papa est là? J'ai entendu sa voix.
Nathan s'assit au bord de son lit, gardant une voix douce. Oui, il est là avec son avocat, ils ont la permission de te rendre visite pendant un petit moment, avec le docteur Winters dans la pièce tout le temps. Il étudia attentivement sa réaction. Comment te sens-tu à ce sujet, Emma? Sa respiration s'accéléra. Est-ce qu'il va être fâché par ce que je t'ai dit? Il pourrait être contrarié, reconnut Nathan, sans jamais mentir à sa patiente, mais le docteur Winters sera avec toi tout le temps et je serai juste à l'extérieur de la porte. Personne ne permettra qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu es en sécurité ici. Les doigts d'Emma se tordaient dans la couverture, une habitude nerveuse que Nathan avait observée à maintes reprises. Peux-tu rester aussi, s'il te plaît? La demande le prit au dépourvu. Je ne suis pas sûr que ce soit. S'il te plaît, répéta-t-elle, la voix s'effritant. Tu fais en sorte que papa soit plus prudent. Le choix de ces mots, non pas pour être plus gentil ou meilleur, mais plus prudent, en disait long sur sa compréhension des dynamiques adultes. Nathan hocha lentement la tête. Si cela te fait te sentir plus en sécurité, je resterai, mais le docteur Winters dirigera la visite, d'accord? Un soulagement se lisait visiblement sur son visage. Nathan se dirigea vers la porte où Sullivan et son avocat attendaient, l'impatience à peine dissimulée. Emma a accepté la visite, les informa-t-il, mais elle a demandé que je reste dans la pièce en tant que son médecin, compte tenu de son état de santé et de son anxiété. Je crois que cela est approprié. La mâchoire de Sullivan se serra, mais son avocat posa une main d'avertissement sur son bras. C'est acceptable, répondit-elle avant qu'il ne puisse objecter, mais je compte sur vous pour maintenir une objectivité professionnelle, Dr. Cole. Bien sûr, répondit Nathan. Les dynamiques dans la pièce changèrent immédiatement à l'entrée de Sullivan. Emma semblait se replier sur elle-même, sa posture devenant rigide, ses yeux vigilants. Sullivan, par contraste, s'élargit pour occuper l'espace, sa démarche confiante et ses gestes expansifs marquant son territoire. Princesse. Sa voix portait la chaleur de la préoccupation d'un père dévoué, bien que ses yeux restassent froids lorsqu'ils se posèrent brièvement sur Nathan et le docteur Winters. J'ai tellement été inquiet pour toi, comment te sens-tu? La réponse d'Emma était à peine audible, mieux, papa. Sullivan s'approcha du lit, se penchant pour lui embrasser le front, un geste qui fit tressaillir Emma presque imperceptiblement. S'il l'avait remarqué, il ne montra aucune indication. S'installant dans le fauteuil près de son lit avec une aisance maîtrisée, il dit « Les médecins m'ont dit que tu ne mangeais pas bien à la maison. Nous en avons parlé, Emma. Tu dois dire à papa quand tu ne te sens pas bien au lieu de garder des secrets. » Les yeux d'Emma se tournèrent vers Nathan, puis de nouveau vers son père. « Je suis désolé, papa. » Monsieur Sullivan, interrompit doucement le docteur Winters, cette visite est destinée à offrir du réconfort et du lien, pas à discuter des problèmes médicaux ou des circonstances de ton admission. Le sourire de Sullivan resta figé. Bien sûr, je suis simplement préoccupé par le bien-être de ma fille, dit-il en se tournant de nouveau vers Emma. Je t'ai apporté quelque chose, princesse, ton ours spécial de la maison. Je sais que tu ne peux pas bien dormir sans lui. Il fouilla dans un petit sac et en sortit un ours en peluche usée, avec un ruban bleu autour du cou. Emma l'accepta avec prudence, son expression étant un mélange complexe de réconfort et de « comment dire, quoi ?» demanda Sullivan. « Merci, papa. »« Bien, ma fille, » dit-il en passant la main pour lisser ses cheveux, et Nathan observa comment Emma resta parfaitement immobile sous son toucher, ne se relaxant pas comme un enfant le ferait habituellement avec un parent en qui il a confiance, mais le subissant comme un petit animal feignant la mort jusqu'à ce que le danger passe. Pendant les 20 minutes suivantes, Sullivan maintint la performance d'un père préoccupé, posant des questions appropriées sur le confort d'Emma, lui parlant des voisins qui s'étaient enquis d'elle, se remémorant une visite aux zoo l'été précédent. Son avocat hochait la tête avec approbation tout au long, prenant occasionnellement des notes. Emma répondait par des mots minimaux, ses réponses soigneusement calibrées, ni complètement effrayées, ce qui pourrait déclencher des alarmes, ni détendues ou authentiques non plus. C'était une danse que Nathan avait déjà vue dans des cas d'abus, des enfants naviguant dans les eaux traîtresses des attentes adultes, calculant chaque réponse pour une sécurité maximale. À l'approche de la fin de la visite, Sullivan se pencha plus près d'Emma. « Les médecins disent que tu leur as raconté des choses confuses, princesse, sur notre maison et nos règles. » Sa voix resta douce, mais quelque chose en elle fit blanchir les jointures d'Emma autour de son ours. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Que parfois ton imagination rend les choses plus effrayantes qu'elles ne le sont. » Le docteur Winters commença à intervenir,
mais Emma parla en premier, sa voix faible mais claire. Mon corps ne ment pas. L'expression de Sullivan vacilla entre surprise et irritation. Qu'est-ce que c'était, Emma? Elle serra plus fort son ours. Le docteur Cole dit que les corps ne mentent pas, même lorsque les souvenirs sont confus. Les yeux de Sullivan se fixèrent sur Nathan, une fureur nue remplaçant la préoccupation feutrée, et pour un moment sans garde, lorsqu'il regarda de nouveau Emma, son masque fut de nouveau solidement en place, mais sa voix portait une nouvelle netteté. Le docteur Cole ne connaît pas notre famille, princesse, il ne comprend pas les accords spéciaux que nous avons à la maison. Je pense que cela conclut la visite d'aujourd'hui, dit fermement le docteur Winters en se levant. Merci d'avoir apporté l'objet de réconfort d'Emma, monsieur Sullivan. Le tribunal a approuvé une autre visite supervisée dans 2 jours, qui sera coordonnée par les voies appropriées. Sullivan se redressa lentement, redressant sa veste avec des gestes délibérés. Bien sûr, je comprends que ces procédures doivent être suivies, aussi mal orientées soient-elles, dit-il, se penchant pour embrasser de nouveau le front d'Emma. Sois sage pour les docteurs, princesse. Ce malentendu sera bientôt éclairci et nous rentrerons ensemble à la maison. Après le départ de Sullivan et de son avocat, Emma resta accrochée à son ours, son corps toujours rigide de tension. Le docteur Winters s'assit à côté d'elle, parlant doucement du jour à venir, la ramenant progressivement du bord de la panique. Nathan observait depuis l'embrasure de la porte, sa préoccupation professionnelle se mêlant à la manière familière de faire face à de puissants abuseurs, la connaissance que la bataille ne faisait que commencer et que les systèmes conçus pour protéger des enfants comme Emma étaient truffés de failles pour des hommes comme Sullivan. Sa radio vibra. Le docteur Okafor demandait sa présence immédiatement. Avec un dernier hochement de tête rassurant à Emma, il se dirigea vers l'aile administrative, se préparant à affronter les retombées que Sullivan avait orchestrées dans leur suivant sa visite. Il a déposé une plainte formelle contre vous auprès du comité d'éthique de l'hôpital. Le docteur Okafor ne perdit pas de temps avec les préliminaires. Lorsque Nathan entra dans son bureau, la pièce reflétait sa personnalité, organisée, efficace, avec une décoration minimale. Au-delà de ses diplômes médicaux et d'une seule photographie de sa famille, elle lui fit signe de s'asseoir. Pour quelle raison? Demanda Nathan, bien qu'il puisse deviner. Franchir les limites professionnelles, créer une relation inappropriée avec une patiente mineure, inciter un enfant vulnérable à faire de fausses accusations, porter atteinte à la relation parent-enfant. Elle lui remit une copie de la plainte. Il a également demandé que vous soyez immédiatement retiré du dossier d'Emma. Nathan parcourut le document, sa mâchoire se serrant face à la précision calculée des accusations. Chaque chef d'accusation contenait juste assez de vérité pour nécessiter une défense, tordue pour impliquer des motivations sinistres. C'est de l'intimidation par excellence. Bien sûr que c'est le cas, convenu le docteur Okafor. Il est également requis par la procédure que nous enquêtions sur toute plainte formelle contre un médecin, ce qui signifie que vous devrez comparaître devant le comité d'éthique jeudi. Pendant que je me prépare pour cela, qui supervisera les soins d'Emma? Elle a spécifiquement demandé ma présence lors des visites de son père, elle me fait confiance, dit le docteur Okafor, son expression s'adoucissant légèrement. Je suis au courant, c'est pourquoi j'ai refusé la demande de Sullivan de vous retirer de son dossier en attendant l'examen éthique. Cependant, j'assigne le docteur Patel en tant que co-assistant pour assurer la continuité des soins, au cas où le comité statuerait contre vous. Nathan hocha la tête, le soulagement se mêlant à la frustration. Qu'en est-il de l'enquête du DCF? C'est clairement destiné à saper ma crédibilité en tant que témoin. Monsieur Reynolds est au courant de la situation, elle accélère les entretiens avec le personnel scolaire et tente de localiser la tante maternelle. Le docteur Okafor se pencha en avant. Sullivan tire toutes les ficelles à sa disposition, Nathan. Ce matin, j'ai pris le petit déjeuner avec le juge Carlton qui, par coïncidence, a signé cet ordre de visite d'urgence. L'estomac de Nathan se serra. Carlton était connu pour ses vues conservatrices sur les droits parentaux et son scepticisme quant à l'implication des institutions dans les affaires familiales. Si Sullivan parvenait à faire attribuer son dossier à la salle d'audience de Carlton, les chances de protection d'Emma diminueraient considérablement. Nous devons trouver la tante, dit Nathan. Et nous avons besoin de plus de preuves du schéma d'abus en cours. Le docteur Winters travaille sur les 2 fronts. En attendant, documentez tout minutieusement, chaque interaction avec Emma, chaque conversation avec Sullivan, chaque constat médical, ne laissez rien à l'interprétation ou à la mémoire, faites toujours cela, assura Nathan en se levant pour partir. Et Nathan, ajouta-t-elle d'une voix inhabituellement douce,
prends soin de toi dans ce processus. Sullivan cible méthodiquement ta réputation professionnelle parce qu'il te reconnaît comme la menace principale. Ne lui donne pas d'armes en t'épuisant ou en laissant cela devenir personnel. Le conseil, bien intentionné qu'il fut, toucha une corde sensible. Cela devint personnel dès qu'Emma chuchota à propos de ses pilules. Chaque cas d'abus est personnel pour l'enfant qui le subit, répondit Nathan. Le regard ferme du docteur Okafor exprimait à la fois compréhension et avertissement. N'oublie pas qu'Emma a besoin de toi pour fonctionner au sein du système, et non d'être martyrisée par lui. La sagesse de ces mots suivit Nathan alors qu'il se dirigeait de nouveau vers le service de pédiatrie. La stratégie de Sullivan devenait claire, discréditer le médecin, manipuler les procédures juridiques, maintenir la persona publique du père faussement accusé. C'était une stratégie que Nathan avait vu réussir trop de fois, laissant des enfants vulnérables sans protection, pire, les renvoyant vers leurs abuseurs avec la bénédiction du système. Devant la chambre d'Emma, il fit une pause pour se recentrer. Quelles que soient les batailles qui l'attendaient dans les comités d'éthique ou les tribunaux, sa responsabilité première restait l'enfant derrière cette porte, une enfant qui, peut-être pour la première fois, avait trouvé un adulte prêt à écouter sa vérité murmurée et à se tenir fermement pour la défendre. Nathan entra dans la pièce avec un sourire qui masquait le poids qu'il portait. « Comment te sens-tu ce matin, Emma ?» Elle leva les yeux du plateau de petit déjeuner. Elle explorait prudemment la fatigue dans ses yeux, s'adoucissant légèrement à son approche. « Mieux, dit-elle, et cette fois, il y avait une lueur de sentiment authentique derrière ce mot, une tentative hésitante vers la confiance qui renforça sa détermination contre tout ce que Sullivan pourrait lui lancer ensuite. La pluie ruisselait sur les fenêtres du palais de justice, projetant des ombres ondulantes sur le sol poli du couloir où se tenait Nathan. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confession chuchotée d'Emma, 3 semaines de documentation, de déposition, d'audience d'éthique et de collecte de preuves. L'audience préliminaire pour la garde d'Emma était prévue pour commencer dans 30 minutes, et le témoignage de Nathan déterminerait probablement son sort. Dr. Cole se tourna pour trouver Jenny Carson qui s'approchait, sa ressemblance avec Emma immédiatement apparente dans la forme de ses yeux et la détermination de sa mâchoire. Depuis que le DCF l'avait localisée il y a 2 semaines, Jenny était devenue une ardente défenseur de sa nièce, se battant contre les barrières juridiques de Sullivan pour s'établir comme la tutrice temporaire d'Emma. « Mademoiselle Carson, comment vous en sortez-vous » Elle offrit un sourire fatigué, lissant une main sur sa robe marine sobre, autant que possible. « Emma a encore fait des cauchemars la nuit dernière, » dit Nathan en hochant la tête sans surprise. Emma avait été placée chez sa tante il y a 10 jours après sa sortie de l'hôpital, une disposition contre laquelle Sullivan s'était battu violemment, mais sans succès. Les signes physiques de la malnutrition s'amélioraient grâce à des soins appropriés, mais les blessures psychologiques étaient plus profondes. Le docteur Winters dit que c'est normal, dit-elle. Jenny continua, que son cerveau traite le traumatisme dans un environnement sûr. Puis, hésitante, elle demande de te voir. Tu sais, elle a dessiné ceci pour toi hier. Jenny fouilla dans son sac et en sortit une feuille pliée. Nathan l'ouvrit avec précaution pour découvrir un dessin d'enfant, une grande figure en ce qui semblait être une blouse blanche, se tenant à côté d'une figure plus petite, toutes deux souriant sous un soleil jaune éclatant. Dr. Cole et Emma étaient inscrits en lettres majuscules soignées en bas. « Merci », dit-il en pliant soigneusement le dessin et en le rangeant dans sa poche intérieure. « Comment s'adapte-t-elle à votre maison » demanda-t-elle. « Mieux chaque jour. Elle reste toujours prudente avec la nourriture, demande la permission avant de prendre quoi que ce soit dans le réfrigérateur, s'inquiète si elle ne peut pas finir un repas, mais elle commence à me croire quand je lui dis qu'elle n'a pas besoin de gagner ses besoins de base. » L'expression de Jenny se durcit. « Je n'arrive pas à croire ce que ma sœur vivait, ce qu'Emma a enduré après la mort de Catherine. J'aurais dû insister davantage pour rester dans leur vie. » Sullivan était méthodique dans ses tactiques d'isolement, Nathan lui rappela. « Les amis de ta sœur, sa famille, il les a tous coupés progressivement. C'est un schéma classique. Nous sommes là pour elle maintenant, dit fermement Jenny. Nous tous, c'est ce qui compte. » Les portes du palais de justice s'ouvrirent et Nathan vit mademoiselle Reynolds s'approcher, suivie du docteur Winters. Sullivan et son équipe juridique entrèrent par une autre porte, son avocat, une sténographe et 2 assistants portant des boîtes de documents. Sullivan lui-même avait l'air impeccable comme toujours, mais Nathan nota les signes subtils de tension autour de ses yeux, le léger desserrage de son col. Le regard public lui faisait son effet, même s'il maintenait sa façade d'accusé à tort.
Leurs regards se croisèrent dans le couloir et l'expression de Sullivan se durcit en une haine nue avant que son avocat ne lui murmure quelque chose qui le fit détourner le regard. Sullivan s'était vu refuser des visites non supervisées avec Emma tout au long de l'enquête, une restriction qui l'avait apparemment tellement énervé qu'il avait passé des appels menaçants à la fois au docteur Okafor et au directeur de l'hôpital Porter. Sa campagne pour discréditer Nathan s'était intensifiée avec des rumeurs soigneusement placées, remettant en question son objectivité et son professionnalisme, circulant parmi le personnel de l'hôpital. « Dr Cole, Mademoiselle Reynolds vous salue », dit le juge Abernathy qui présidera aujourd'hui. Un soulagement envahit Nathan. Le juge Maria Abernathy était connu pour son approche approfondie des affaires de famille et pour donner la priorité au bien-être des enfants plutôt qu'aux droits parentaux quand ses intérêts étaient en conflit. La connexion de Sullivan avec le juge Carlton n'avait apparemment pas réussi à lui assurer l'audience sympathique qu'il avait recherchée. Le tribunal avait nommé un tuteur ad litem pour Emma la semaine dernière, ajouta le docteur Winters, faisant référence à l'avocat spécifiquement assigné pour représenter les intérêts d'Emma. Mademoiselle Diaz a une vaste expérience dans les cas d'abus et a déjà interviewé Emma à 2 reprises. Nathan hocha la tête, les pièces s'alignant en faveur d'Emma, mais il avait assisté à suffisamment d'audiences de tribunal de la famille pour savoir que les résultats n'étaient jamais certains, surtout lorsque l'accusé possédait les ressources et le statut communautaire de Sullivan. Un huissier apparut à la porte de la salle d'audience. Toutes les parties, l'audience de garde de Sullivan, le juge Abri est prêt à commencer. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que ce à quoi Nathan s'attendait, le cadre donnant d'une manière ou d'une autre à la procédure une importance accrue. Le juge Abri, une femme noire dans la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon sévère, examina les parties réunies avec une acuité pénétrante. Il s'agit d'une audience préliminaire pour déterminer les modalités de garde temporaire d'Emma Sullivan, en attendant une enquête complète sur les allégations d'abus contre son père, Robert Sullivan. Elle commença, la voix portant le poids de décennies sur le banc. J'ai examiné les dépôts de tous les partis, y compris les rapports médicaux, les évaluations du DCF et les déclarations du personnel scolaire. Aujourd'hui, j'entendrai les témoignages des témoins clés avant de prendre ma décision. L'avocat de Sullivan, Rose, s'exclama immédiatement. Votre honneur, avant de procéder, je souhaite réitérer notre objection à la participation du docteur Nathan Cole à ces procédures. Son parti pris personnel contre mon client a été documenté dans une plainte formelle d'éthique auprès de Mercy General Hospital. Le comité d'éthique a rejeté cette plainte il y a 2 jours. Mademoiselle Harrington, répondit le juge Abernathy sans lever les yeux de ses notes, jugeant cela dénué de mérite et potentiellement de nature vindicative. Le docteur Cole reste le médecin traitant d'Emma Sullivan et un témoin matériel dans cette affaire. Nathan garda une expression neutre malgré la petite victoire. L'audience d'éthique avait été harassante, avec les avocats de Sullivan présentant une documentation soigneusement éditée qui dépeignait l'implication de Nathan avec Emma comme non professionnelle, et seule la rigueur de ces dossiers méticuleux, étayés par le témoignage du docteur Okafor, l'avait complètement disculpé. Nous commencerons par le témoignage de M. Reynolds concernant l'enquête du DCF, poursuivit le juge Abernathy, suivi par le docteur Cole, Mademoiselle Carson et le tuteur ad litem d'Emma. Monsieur Sullivan aura l'opportunité de témoigner en dernier avant que j'entende les conclusions pendant la prochaine heure. Monsieur Reynolds détailla les résultats de son enquête, le schéma documenté d'Emma de faim, d'isolement et de discipline physique, étayé par les témoignages de ses enseignants qui avaient remarqué des signes inquiétants, mais dont les rapports avaient été systématiquement écartés après des conversations avec Sullivan. Elle présenta les résultats toxicologiques confirmant la présence d'Alpram dans le système d'Emma et des photographies des marques de contusion documentées lors de son séjour à l'hôpital. Lorsque ce fut le tour de Nathan, il s'approcha du pupitre avec la gravité que le moment exigeait. Après avoir prêté serment, il présenta les constats médicaux d'Emma en expliquant méthodiquement les indicateurs de négligence nutritionnelle, le traumatisme émotionnel mis en évidence par ses réponses de stress élevées et le danger que représentaient les benzodiazépines non prescrites pour une enfant de sa taille. Selon votre opinion professionnelle, Dr Cole, Mademoiselle Diaz, la tutrice ad litem d'Emma, demanda-t-elle, le retour d'Emma aux soins de son père présenterait-il un risque pour sa santé et sa sécurité? Sans équivoque, oui, répondit Nathan. Le schéma d'abus documenté lors de son hospitalisation ou la privation de nourriture, la discipline physique et la médication inappropriée représentent un danger sérieux. Plus préoccupant encore est le contrôle psychologique que M. Sullivan exerce par la peur et l'isolement,
ce qui a causé à Emma un traumatisme émotionnel important nécessitant une intervention thérapeutique à long terme. L'avocat de Sullivan s'avança pour le contre-interrogatoire, son expression froide et professionnelle. « Dr Cole, est-il vrai que votre propre père a été accusé de violence conjugale lorsque vous étiez enfant ?» Nathan ressentit une décharge de surprise suivie de colère face à l'intrusion dans sa vie privée. Sullivan a dû engager des enquêteurs pour fouiller dans son passé. « Objection, votre honneur », intervint mademoiselle Diaz. « De la pertinence, j'établis un biais potentiel, votre honneur. » L'avocat de Sullivan répondit. L'histoire personnelle du Dr Cole pourrait influencer son jugement professionnel dans ce cas. Le juge Abernathy considéra cela. Je vais permettre une exploration limitée de cette ligne de questionnement. Dr Cole, veuillez répondre à la question. Nathan fixa le regard de l'avocat avec assurance. Oui, mon père a fait l'objet d'une enquête pour violence conjugale quand j'avais 14 ans. L'affaire a finalement été classée sans suite, classée car les allégations n'ont pas pu être étayées. Exact, classée car ma mère a retiré sa plainte après des pressions exercées par les collègues judiciaires de mon père, clarifia Nathan, refusant de laisser l'interprétation familière prévaloir. Les preuves médicales de ces blessures restaient dans ses dossiers. L'expression de l'avocat vacilla brièvement de surprise devant sa franchise. Ne conviendrait-il pas de dire que cette expérience pourrait vous prédisposer à voir des abus là où il n'en existe pas, peut-être à projeter vos propres expériences d'enfance sur la situation d'Emma Sullivan? Au contraire, répliqua Nathan, mon expérience me rend particulièrement conscient de l'importance des évaluations basées sur des preuves. Chaque constat que j'ai documenté dans le cas d'Emma repose sur des preuves médicales objectives et des déclarations directes de la patiente, corroborées par d'autres témoins, y compris le docteur Winters et le personnel infirmier. Mes conclusions seraient les mêmes, quelle que soit l'identité du père d'Emma ou ce que comporte mon histoire personnelle. Le contre-interrogatoire continua, l'avocat de Sullivan tentant de suggérer des explications alternatives pour les blessures et le comportement d'Emma. Un trouble alimentaire infantile, un comportement de recherche d'attention après la mort de sa mère, des accidents d'enfance normaux mal interprétés par un médecin trop zélé. Nathan réfuta chaque théorie avec des preuves médicales et une certitude professionnelle, ne laissant jamais sa frustration influencer ses réponses. Lorsqu'il fut finalement libéré du pupitre, Nathan prit place aux côtés du docteur Winters dans le public. Le témoignage de Jenny Carson suivit, émouvant mais posé, alors qu'elle décrivait sa reconnexion avec sa nièce, les problèmes comportementaux qu'elle avait observés et son engagement à offrir à Emma un foyer stable et nourricier tout en soutenant toute relation avec son père que le tribunal jugerait appropriée et sûre. Le tribunal changea perceptiblement d'ambiance lorsque le tuteur ad litem d'Emma présenta ses conclusions. Mademoiselle Diaz, une femme forte de 20 ans d'expérience dans la représentation d'enfants dans le système judiciaire familial, parla avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses possibles pour nuire à un enfant. Votre honneur, lors de mes 3 entrevues avec Emma Sullivan, elle a constamment décrit un environnement familial caractérisé par la peur, des punitions imprévisibles et un accès conditionnel aux nécessités de base, y compris nourriture et soutien émotionnel, a déclaré Mademoiselle Diaz. Tout en exprimant son amour pour son père, elle exprime également la crainte de retourner sous sa garde, déclarant spécifiquement qu'elle a peur que les règles ne se durcissent si elle rentrait à la maison. Après en avoir parlé au médecin, elle a déposé un dossier sur le banc du juge. Il s'agissait de dessins qu'Emma avait réalisés lors de nos séances, représentant sa vie familiale avant et après la mort de sa mère. L'évaluation psychologique incluait des notes sur des changements significatifs dans la représentation qu'elle avait d'elle-même et de son père à la suite de l'absence de sa mère, notamment la diminution de la taille de sa propre représentation et la représentation de son père de manière de plus en plus dominante, parfois effrayante. Sullivan se déplaça sur son siège, son avocat posant une main réticente sur son bras alors que Mademoiselle Diaz poursuivait. Ce qui est le plus marquant, c'est l'articulation constante par Emma des règles domestiques de son père concernant l'alimentation, le comportement et la punition. Ces règles, telles que décrites, constituent, selon toute norme raisonnable, un abus émotionnel et physique. Il est de ma ferme recommandation qu'Emma reste sous la garde de sa tante pendant que M. Sullivan subit une évaluation obligatoire de ses aptitudes parentales et une intervention thérapeutique, avant toute considération de réunification. Le juge Abernathy hocha la tête. Merci, Mademoiselle Diaz. Monsieur Sullivan, vous pouvez maintenant monter à la barre.
Robert Sullivan s'avança vers le box des témoins avec la démarche assurée qu'il avait menée dans des salles de conseil et lors de galas de bienfaisance, bien que Nathan remarqua une légère tremblement dans sa main lorsqu'il la posa sur la Bible pour prêter serment. Son témoignage débuta par un récit soigneusement construit de chagrin et de lutte, celui d'un veuf submergé par la monoparentalité, maintenant une carrière exigeante tout en essayant d'assurer une stabilité à sa fille traumatisée. Emma a toujours été un enfant sensible, votre honneur, expliqua Sullivan, modulant sa voix pour exprimer une inquiétude paternelle. Après la mort de Catherine, elle est devenue de plus en plus anxieuse et a développé des problèmes alimentaires qui m'ont profondément préoccupé. J'ai cherché de l'aide auprès de plusieurs médecins, y compris notre médecin de famille, mais ses comportements ont été difficiles à gérer, et les contusions documentées lors de sa récente hospitalisation. Le juge Abernathy demanda directement, Emma est active et sujette aux accidents malgré sa taille, et elle se contusionne facilement, un trait qu'elle a hérité de sa mère. L'expression de Sullivan traduisait un regret approprié. Je ne l'ai jamais puni physiquement, la moindre suggestion est pour moi abjecte, et la benzodiazépine retrouvée dans son organisme pour la première fois. La contenance de Sullivan vacilla légèrement. J'ai de l'alprazolam prescrit pour l'anxiété occasionnelle. Je le garde en lieu sûr, mais il se peut qu'Emma y ait eu accès par curiosité. Les enfants de son âge ne comprennent pas encore les dangers des médicaments. Pourtant, le rapport toxicologique indique une exposition continue, et non un incident isolé. Le juge Abernathy, examinant le document devant elle, ajouta « Emma a spécifiquement décrit que vous lui administriez ces pilules en tant que médicament spécial lorsqu'elle était, selon ses mots, trop surexcitée ou posait trop de questions. » La mâchoire de Sullivan se contracta un instant avant qu'il ne reprenne le contrôle. Emma a une imagination débordante, votre honneur. Elle a peut-être confondu mon encouragement à prendre ses vitamines prescrites avec quelque chose de plus sinistre, surtout après l'interrogatoire approfondi par le personnel de l'hôpital. L'interrogatoire se poursuivit pendant près d'une heure, Sullivan maintenant son récit d'incompréhension et d'exagération, se présentant comme la victime de professionnels de santé trop zélés et d'un système trop prompt à croire une enfant confuse. Ce n'est que lors de confrontations directes avec les preuves que sa façade se fissurait légèrement, un éclair de colère rapidement refoulé, une déviation qui ne répondait pas tout à fait à la question posée. Lorsque les deux parties présentèrent leur plaidoirie finale, la question fondamentale devant le tribunal devint claire, quelle vérité serait crue ? Les explications minutieuses d'un homme d'affaires respecté ou les confessions murmurées d'un enfant effrayé ? L'expression du juge Abernathy ne trahissait rien alors qu'elle passait en revue ses notes une dernière fois avant de s'adresser à la salle d'audience. La préoccupation primordiale de ce tribunal est la sécurité et le bien-être d'Emma Sullivan. Les preuves présentées aujourd'hui offrent des raisons impérieuses de faire preuve de prudence quant à son retour immédiat sous la garde de son père. Sullivan se pencha en avant, les jointures blanchissant alors qu'il agrippait la table devant lui. Par conséquent, j'ordonne que la garde temporaire reste confiée à Jennifer Carson, pendant que Robert Sullivan subit une évaluation psychologique complète et termine un programme parental approuvé par le tribunal. Les visites supervisées pourront se poursuivre une fois par semaine, en présence permanente d'un superviseur désigné par le tribunal. Un soulagement se répandit sur le visage de Nathan, bien qu'il maintint sa contenance professionnelle. Ce n'était pas une victoire définitive, mais c'était une première étape cruciale pour protéger Emma pendant que l'affaire complète suivait son cours dans le système. De plus, le juge Abernathy poursuivit, j'émettrai également une recommandation auprès du bureau du procureur concernant les potentielles accusations criminelles liées à l'administration de substances contrôlées non prescrites à une mineure. Monsieur Sullivan, ce tribunal prend très au sérieux les preuves matérielles à l'appui de ces allégations, quelles que soient les explications proposées. La façade soigneusement entretenue de Sullivan s'effondra finalement. Son visage s'enflamma d'une rage non dissimulée. C'est absurde, souffla-t-il à son avocat, assez fort pour être entendu par ceux qui se trouvaient à proximité. Regardez ma fille, ils ne peuvent pas. Monsieur Sullivan, interrompit brusquement le juge Abernathy, je vous conseille de vous contenir dans ma salle d'audience. Ce jugement n'est pas ouvert à débat. Une audience complète sera programmée dans 60 jours afin de réévaluer les modalités de garde en fonction de votre conformité aux exigences du tribunal et des progrès thérapeutiques continus d'Emma. D'un coup de gafle décisif, elle conclut l'audience, se levant pour quitter le banc, tandis que la salle s'animait de mouvements et de conversations feutrées. Nathan observa Sullivan discuter intensément avec son équipe juridique,
ses gestes devenant de plus en plus agités jusqu'à ce que son avocat ne pose une main d'avertissement sur son bras en direction du greffier qui continuait de documenter les débats. Jenny Carson s'approcha de Nathan, des larmes de soulagement brillant dans les yeux. « Merci », dit-elle simplement en lui serrant la main, pour l'avoir cru, pour s'être battue pour elle. « Emma a fait le plus dur », répondit Nathan. Elle a trouvé le courage de parler. La voix du docteur Cole Sullivan coupa court à leur conversation, sa grande silhouette se profilant alors qu'il s'approchait malgré la tentative de son avocat de le retenir. « Félicitations pour votre victoire temporaire. J'espère qu'elle aura valu la réputation professionnelle que vous avez sacrifiée. » Nathan se tourna directement vers lui. « Mon obligation professionnelle est d'assurer le bien-être de mes patients, Monsieur Sullivan. Ce n'est pas un sacrifice, c'est le fondement de l'éthique médicale. » Le sourire de Sullivan était froid, et sa voix se fit plus basse pour que seul Nathan entende ses prochains mots. « Ce n'est pas fini. Quand Emma rentrera à la maison, et elle rentrera, nous nous assurerons qu'elle comprenne les conséquences de raconter des histoires aux médecins trop enclins à y croire. » La menace lui envoya un froid glacial dans les veines de Nathan, confirmant chacune des suspicions qu'il nourrissait à propos de l'homme en face de lui. « Monsieur Sullivan, répliqua-t-il d'un ton posé, je veux simplement vous remercier d'avoir tenu ces propos dans un palais de justice, à portée d'oreille de multiples témoins, y compris du tuteur désigné pour votre fille. » L'expression de Sullivan vacilla alors qu'il remarquait Mademoiselle Diaz se tenir juste derrière Nathan, les sourcils levés pendant qu'elle prenait des notes sur son bloc-notes. « Robert, » intervint son avocat d'un ton pressant, « nous devons partir immédiatement. » Tandis que Sullivan était escorté, Nathan échangea un regard significatif avec Mademoiselle Diaz dont le léger hochement de tête confirmait qu'elle avait bel et bien entendu suffisamment la menace de Sullivan pour renforcer le dossier en faveur d'une séparation prolongée. « Il ne comprend vraiment pas ce qu'il a fait de mal, n'est-ce pas ?» demanda Jenny en observant la silhouette déclinante de Sullivan. « Les hommes comme lui pensent que les règles et les conséquences s'appliquent aux autres, mais pas à eux, répondit Nathan. Madame Reynolds se joignit à eux, l'expression prudemment optimiste. « Bonne issue aujourd'hui, dit-elle. Le juge Abernathy renvoie rarement les enfants dans des foyers où des preuves crédibles d'abus ont été observées, même après l'achèvement des programmes ordonnés par le tribunal, et la recommandation du procureur renforce considérablement notre position. » « Que advient-il ensuite pour Emma ?» demanda Nathan. « Une thérapie continue avec le docteur Winters, 2 fois par semaine, des visites régulières à domicile de ma part pour m'assurer qu'elle s'adapte bien avec Madame Carson, et la préparation de l'audience complète qui comprendra très probablement le témoignage direct d'Emma devant le juge en chambre. » Madame Reynolds jeta un regard vers la sortie, là où Sullivan était parti. « Son masque s'est effrité aujourd'hui, ce qui aide considérablement notre dossier, » ajouta-t-elle. Nathan hocha la tête, bien que des inquiétudes subsistaient. Les hommes comme Sullivan se regroupent toujours, trouvent de nouveaux arguments, de nouveaux témoins de moralité, de nouvelles explications pour rejeter la faute sur les autres, et alors nous serons prêts, déclara fermement Jenny. Emma ne mérite rien de moi. 6 semaines plus tard, Nathan était assis en face d'Emma dans la clinique ambulatoire de l'hôpital, réalisant son examen de suivi. La transformation physique était remarquable, ses joues creuses s'étaient repulpées, son teint s'était éclairci et la fatigue perpétuelle dans ses yeux avait diminué, bien qu'elle n'ait pas complètement disparu. « Comment se sent ton estomac ?» demanda-t-il, notant son poids amélioré sur son dossier. « Mieux, » répondit-elle, d'une voix plus forte que le murmure qu'il avait entendu au début. « Tante Jenny dit que j'ai un estomac en acier. Hier, j'ai essayé des spaghettis aux boulettes et je ne me suis pas senti malade du tout. » C'est un excellent progrès, sourit Nathan, se rappelant comment elle sursautait à la simple suggestion d'aliments riches après des années de restrictions. « Et à l'école, ça va ? » « Bien, j'ai une amie qui s'appelle Zoé, elle s'assoit avec moi à la pause. » ajouta Emma en balançant ses jambes, un geste enfantin qui aurait été impensable lors de son hospitalisation, et Madame Peterson disait que sa lecture était au-dessus de son niveau scolaire. Nathan poursuivit l'examen, notant l'absence de nouvelles contusions et l'aspect sain de sa peau et de ses cheveux. Les signes physiques de négligence s'étaient résorbés grâce à une nutrition et des soins appropriés, bien que la guérison psychologique prendrait beaucoup plus de temps. « J'ai vu mon père hier », déclara soudainement Emma, ses jambes se figeant au lieu de visite. Nathan garda une expression neutre, bien qu'un éclair d'inquiétude le traversa. Sullivan avait complété les cours parentaux imposés par le tribunal avec une rapidité remarquable, probablement en les traversant à toute vitesse pour renforcer son dossier en vue de l'audience à venir. « Comment ça s'est passé ?» demanda Emma.
Elle haussa les épaules, un geste chargé de considérations adultes au-delà de son âge. Différent, il y avait une dame qui était avec nous tout le temps, et papa faisait attention à ses mots. Les mêmes qu'il utilisait au tribunal, expliqua-t-elle, en voyant un frisson à Nathan. Il faisait attention pour ne pas se fâcher, même quand j'ai renversé mon jus. Il a juste souri et dit que les accidents arrivent. Son front se plissa légèrement, mais ses yeux différaient de son expression, comme s'il portait un masque qui ne lui allait pas. Nathan hocha la tête, impressionné et quelque peu attristé par sa perspicacité. Les enfants issus de foyers abusifs développaient souvent une sensibilité accrue aux signaux émotionnels des adultes, en guise de mécanisme de survie. C'est bien de remarquer ce genre de choses. Emma, tes sentiments et tes observations sont importants. Le docteur Winters dit qu'il faut toujours parler de ses sentiments, même des plus effrayants. Emma tripota un fil lâche sur sa manche. Je lui ai dit que j'avais peur de retourner chez papa, dit-elle. C'est normal après ce qui s'est passé, le docteur Winters a raison, l'assura Nathan. Et tu sais, avoir peur et en parler malgré tout, ça te rend très courageuse. Emma considéra cela. Plus courageux que lorsque je t'ai parlé des pilules bleues. Chaque petit geste est du courage, confirma Nathan. Ce jour-là à l'hôpital, ton courage a tout déclenché, toute l'aide, les changements et les adultes qui se sont mobilisés pour te protéger. N'oublie jamais cela. Un sourire illumina brièvement son visage avant de s'effacer dans une contemplation. Papa dit que tout cela est arrivé à cause d'un malentendu, que les médecins voient parfois des problèmes qui n'existent pas vraiment. La manipulation subtile dans l'énoncé de Sullivan était évidente, semant des graines de doute qui pourraient amener Emma à rétracter son témoignage avant l'audience finale. Qu'en penses-tu, Emma? Tu crois qu'il y a eu un malentendu? Elle resta silencieuse un long moment, son petit visage sérieux alors qu'elle considérait la question avec une gravité qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à montrer. Je pense que les règles chez papa me faisaient mal au corps et faisaient peur à mon cœur, et je pense que ce n'est pas un malentendu, c'est juste vrai. La simple sagesse de sa réponse prit Nathan au dépourvu, une boule se formant dans sa gorge en reconnaissant le courage immense qu'elle avait dû avoir pour s'en tenir à sa vérité, malgré les tentatives de son père de la réécrire. C'est exactement ça, Emma, et c'est pour cela que nous tous, le docteur Winters, Madame Reynolds, ta tante Jenny, Mademoiselle Diaz et moi, travaillons pour que tu puisses rester dans un endroit où les règles protègent ton corps et rendent ton cœur heureux. Emma hocha la tête, puis fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. J'ai fait ça pour toi. Nathan l'ouvrit pour découvrir un autre dessin, celui-ci représentant 2 personnages sous un arbre. Le plus petit, clairement Emma, se tenait à côté d'une figure plus grande portant une blouse blanche. Contrairement à son dessin précédent, cette Emma était représentée avec un large sourire et les bras étendus, debout sur ce qui semblait être un sol solide plutôt que flottant, sans ancrage, sur la page comme dans ses dessins antérieurs. C'est magnifique, Emma. Merci, c'est toi et moi, expliqua-t-elle. Inutile de préciser, au parc où tante Jenny m'emmène le samedi, elle dit que tu pourrais venir parfois, si tu veux, pour une glace. J'aimerais beaucoup ça, répondit Nathan en repliant soigneusement le dessin et en le rangeant dans sa poche, aux côtés du premier qu'elle lui avait remis. Après avoir terminé l'examen et noté ses progrès remarquables dans son dossier médical, Nathan reconduisit Emma jusqu'à la salle d'attente où Jenny était assise en lisant un magazine. La transformation d'Emma au cours des dernières semaines confirmait tout ce pourquoi il s'était battu depuis cette première confession murmurée, son confort croissant pour exprimer ses besoins et ses émotions, son amélioration physique, et l'émergence graduelle de comportements d'enfant normal, qui avait été étouffé sous le contrôle de Sullivan. « Tout va bien ?» demanda Jenny en ramassant ses affaires. « Progrès excellent », confirma Nathan. La récupération physique d'Emma se déroule magnifiquement bien. J'aimerais la revoir dans 2 mois, même si bien sûr, elle devrait revenir plus tôt en cas de problème. Alors qu'il se préparait à partir, l'attention de Nathan fut attirée par une silhouette familière entrant dans la clinique. Robert Sullivan, impeccable comme toujours, dont l'expression s'assombrit en repérant Emma avec sa tante. Il n'était pas prévu pour une visite supervisée aujourd'hui, ce qui signifiait que sa présence à la clinique ambulatoire était soit fortuite, soit, plus vraisemblablement, une tentative d'organiser une rencontre accidentelle avec sa fille en dehors des restrictions du tribunal. Emma se figea en voyant son père, son corps se déplaçant instinctivement pour se cacher partiellement derrière Jenny. La régression vers un comportement craintif fut immédiate et parlante. Jenny Sullivan salua froidement sa belle-sœur avec une civilité glaciale avant que son regard ne se porte sur Emma. « Princesse, quelle agréable surprise, dit-il.
Avant que Jenny ne puisse répondre, Nathan s'avança résolument, se plaçant entre Sullivan et Emma. « Monsieur Sullivan, ceci est une visite inattendue. Je ne crois pas que vous ayez un rendez-vous prévu aujourd'hui. » Le sourire de Sullivan ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Examen médical annuel, Dr. Cole. Ne trouvez-vous pas que j'ai le droit de recevoir des soins médicaux dans un hôpital où je siège au conseil d'administration ?»« Bien sûr que non, » répliqua Nathan. « La clinique pour adultes se trouve dans l'aile ouest. Ici, il s'agit de consultations pédiatriques. » Nathan garda le contact visuel, son message clair, « Je crois que votre médecin serait le Dr. Klein, et non quelqu'un de ce service. » La mâchoire de Sullivan se serra presque imperceptiblement. « J'ai dû prendre un mauvais chemin. Comme c'est chanceux, cela m'a donné l'occasion de voir ma fille, » intervint fermement Jenny en posant une main protectrice sur l'épaule d'Emma. Le tribunal n'autorise que des visites supervisées. Ce n'est pas approprié qu'un père rencontre accidentellement sa fille dans un lieu public, ce qui ne constitue en rien une violation de l'intention du tribunal. Sullivan répondit d'un ton raisonnable, bien que ses yeux restassent froids, « J'ai complété tous les cours parentaux ridicules qu'ils m'ont imposés. L'audience finale corrigera cet arrangement temporaire et tout redeviendra normal. » La menace planait dans l'air. Nathan sentit Emma se rapprocher davantage de lui, sa petite main trouvant la sienne dans un geste de confiance qui renforçait sa détermination. « Monsieur Sullivan, » dit Nathan d'un ton calme, « je vous suggère de poursuivre votre rendez-vous dans l'aile appropriée. Rédiger des rapports d'incidents sur des violations des ordonnances du tribunal ne renforcera pas votre dossier lors de l'audience à venir. » Pendant un moment, le masque de Sullivan tomba complètement, révélant une rage nue qui traversa brièvement ses traits avant qu'il ne reprenne contenance avec un effort visible. « Vous continuez de dépasser votre rôle, Dr. Cole. Quand tout ceci sera terminé, croyez-moi, le conseil d'administration de l'hôpital examinera très sérieusement votre position. » « Mon rôle est de défendre le bien-être de mes patients, » répliqua Nathan d'un ton posé. « C'est ce que j'ai fait et ce que je continuerai de faire, quoi qu'il en coûte. » Le regard de Sullivan se tourna vers Emma, qui observait l'échange avec l'hypervigilance d'un enfant habitué à décoder les signaux adultes en quête de danger. « Princesse, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé hier, à propos du fait que parfois les médecins peuvent se tromper parce qu'ils ne comprennent pas notre famille. » « Monsieur Sullivan, » interrompit sèchement Jenny, « arrêtez immédiatement ou j'appellerai la sécurité. » Sullivan leva les mains dans un geste apaisant, ses yeux toujours fixés sur Emma. « Pas besoin de faire tout un drame, je m'apprête simplement à partir. » Il fit un pas en arrière, son expression se transformant en celle du père soucieux qui l'avait perfectionné. « Je vous verrai mardi pour notre visite, princesse. Peut-être pourriez-vous m'apporter votre nouveau carnet de dessin pour me le montrer, » ajouta-t-il en s'éloignant. La prise de main d'Emma sur celle de Nathan se resserra un instant avant de se relâcher. « Il est toujours en colère, » murmura-t-elle. « Hélas, il cache cela mieux. » La perspicacité de son observation frappa Nathan. « Tu as raison, Emma, et c'est très intelligent de ta part de le remarquer. » Jenny ramassa son sac à main, l'expression troublée. « Je devrais signaler cela à Madame Reynolds. » Ce n'était pas accidentel, il savait exactement ce qu'il faisait. « Je suis d'accord, » dit Nathan. « Je vais documenter cet incident dans le dossier d'Emma, chaque interaction compte avant l'audience finale. » Alors qu'il se préparait à partir, Emma leva les yeux vers lui avec une gravité qui démentait ses années. « Dr. Cole, vais-je devoir vivre avec lui à nouveau ?» La question, directe et sans fioriture, méritait une réponse honnête. « Je ne sais pas avec certitude, Emma. Le juge Abernathy écoutera tout le monde, y compris toi, avant de prendre une décision. Mais ce que je sais, c'est que chaque adulte qui a entendu ton histoire te croit et veut te protéger. » Emma hocha lentement la tête. « J'avais peur de te le murmurer ce jour-là, mais je suis contente de l'avoir fait. Même si papa est en colère, je suis contente que je l'ai fait. » Nathan répondit, « Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de murmurer la vérité, même quand c'est effrayant. » En les regardant partir, Nathan réfléchit au chemin parcouru depuis cette confession murmurée, aux batailles menées, aux systèmes affrontés, à la force découverte chez une enfant qui avait enduré plus que n'importe quel enfant ne devrait endurer. L'audience finale se profilait encore, Sullivan mobilisant toutes les ressources à sa disposition pour reprendre le contrôle de sa fille, mais quelque chose de fondamental avait changé, irréversible. Emma avait trouvé sa voix, aussi faible soit-elle, elle avait parlé sa vérité et elle avait été crue. Quel que soit le résultat juridique, cette victoire resterait un murmure qui avait brisé le silence des abus et amorcé la possibilité d'une guérison.
Tout debout, déclara le juge honorable Maria Abernathy, président. 2 mois plus tard, Nathan se tenait debout alors que le juge entrait dans la salle d'audience pour l'audience finale de la garde. La galerie derrière lui était plus remplie que lors de l'audience préliminaire. Représentants de l'hôpital, des services médicaux d'urgence, des enseignants, le docteur Winters et une rangée de collègues et de soutiens de Sullivan. Les semaines intermédiaires avaient apporté de nouveaux éléments qui renforçaient le dossier d'Emma. Le médecin de Sullivan, le docteur Kaplan, était venu avec des dossiers montrant que Sullivan avait obtenu plusieurs prescriptions d'alprazolam au cours des 2 dernières années, en quantité dépassant l'usage personnel raisonnable. Plus accablant encore, l'ancienne babysitter d'Emma avait fourni une déclaration sous serment décrivant le comportement contrôlant de Sullivan et la peur visible qu'Emma éprouvait envers son père, notamment après la mort de sa mère. Sullivan lui-même avait, sur le papier, respecté à la lettre les exigences du tribunal en complétant tous les programmes et évaluations imposés. Pourtant des rapports du coordinateur des visites supervisées notaient ses tentatives constantes d'influencer Emma, par des déclarations déguisées en souvenirs innocents et des questions qui sapent subtilement sa confiance envers ceux qui s'occupent désormais d'elle. Le développement le plus significatif venait d'Emma elle-même. Sous la direction attentive du docteur Winters, elle avait commencé à exprimer davantage de détails sur la vie dans la maison de son père après la mort de sa mère, l'isolement croissant, le système élaboré de règles et de punitions, le temps passé affamé dans sa chambre verrouillée pour des infractions aussi mineures que laisser un jouet par terre. Cette audience déterminera les modalités de garde définitives pour Emma Sullivan, déclara le juge Abernathy d'un ton sévère, balayant la salle d'audience du regard. J'ai examiné toutes les pièces déposées, y compris les évaluations psychologiques de M. Sullivan et de la mineure, les rapports des visites supervisées, les dossiers scolaires et la documentation médicale. Avant d'entendre les plaidoiries finales, je vais mener un entretien en chambre avec Emma Sullivan, accompagnée uniquement de son tuteur ad litem et d'un greffier. Sullivan se tortilla sur son siège, son avocat se penchant pour lui chuchoter quelque chose qui le fit hocher la tête d'un air rigide. Sa contenance publique restait intacte, bien que la tension autour de ses yeux et le serrage occasionnel de sa mâchoire témoignassent de la pression. « Votre honneur, » commença son avocat, « avant que vous ne parliez avec Emma, nous souhaitons présenter comme preuve ces lettres de recommandation de la part des collègues et amis de M. Sullivan, attestant de son dévouement en tant que père et membre respecté de la communauté. » Le tribunal accepte ces déclarations, répliqua le juge Abernathy, mais je rappelle au Conseil que les témoins de moralité n'ayant pas observé directement l'environnement familial sont de pertinence limitée dans les cas d'allégation de violence domestique. Pendant l'heure suivante, les témoignages finaux furent présentés par les 2 parties. La défense de Sullivan s'attacha à souligner l'achèvement par ce dernier de tous les programmes imposés par le tribunal, l'absence de poursuite pénale par le bureau du procureur, qui jugeait les preuves fortes mais insuffisantes pour atteindre le seuil de preuve criminelle, et le traumatisme potentiel pour Emma en cas de séparation définitive de son unique parent survivant. Le dossier en faveur du maintien d'Emma chez sa tante mettait en avant ses progrès remarquables en thérapie, l'amélioration de sa santé physique et de sa stabilité émotionnelle, ainsi que les préoccupations persistantes soulevées lors des visites supervisées. Le docteur Winters témoigna de l'anxiété persistante d'Emma envers son père malgré plusieurs mois d'intervention thérapeutique, notant que ses réactions diminuaient généralement lorsque les allégations d'abus se révélaient infondées ou exagérées. Lorsque Nathan monta à la barre pour son témoignage final, il se concentra sur les preuves médicales qui ne pouvaient être éludées par les diverses théories de Sullivan. La récupération physique d'Emma sous la garde de sa tante avait été remarquable, démontrant que ses conditions antérieures étaient environnementales et non inhérentes. Le schéma de restriction alimentaire, couplé à l'administration de sédatifs non prescrits, avait créé de sérieux risques pour sa santé, risques qui reprendraient probablement si elle était renvoyée dans le même environnement. L'avocat de Sullivan tenta de suggérer que l'amélioration d'Emma pouvait s'expliquer par l'attention qu'elle avait reçue et par le bénéfice secondaire d'être le centre d'une bataille juridique émotionnelle, mais Nathan réfuta cette thèse en évoquant des marqueurs médicaux précis, impossibles à influencer par des facteurs psychologiques. Lorsque tous les témoignages furent terminés, le juge Abernathy mit fin à l'audience afin de mener son entretien privé avec Emma. Les 45 minutes qui suivirent furent parmi les plus longues de la carrière de Nathan, le destin d'Emma reposant sur ce qu'un octogénaire effrayé pourrait dire sous l'interrogatoire d'une autorité intimidante. À son retour sur le banc, le juge Abernathy ne laissa transparaître aucune émotion. Emma fut conduite pour s'asseoir auprès de Jenny dans la galerie, au lieu de retourner dans la salle d'attente, une dérogation aux procédures habituelles qui laissait entendre que le juge souhaitait sa présence pour le verdict.
Après avoir entendu tous les témoignages et parlé directement avec Emma Sullivan, ce tribunal est prêt à statuer sur les modalités définitives de garde, déclara le juge Abernathy d'une voix qui emplit la salle silencieuse. Les décisions en matière de garde d'enfants reposent sur une considération primordiale, l'intérêt supérieur de l'enfant ou non les droits parentaux, non la préservation de la famille, non le statut social, mais ce qui garantira à la mineure sécurité, stabilité et la possibilité de s'épanouir. Elle fixa Sullivan du regard pour la première fois. Monsieur Sullivan, ce tribunal trouve les preuves d'abus émotionnels et physiques convaincantes et cohérentes, issues de multiples sources indépendantes. L'achèvement par vos soins des programmes imposés par le tribunal, bien que nécessaire, ne répond pas au manque fondamental de compréhension quant au mal que votre comportement a causé à votre fille. La posture de Sullivan se raidit, son avocat posant une main réticente sur son bras. Plus important encore, poursuivit le juge Abernathy, Emma elle-même a exprimé une peur claire et constante de retourner sous votre garde, non pas à cause d'un endoctrinement ou d'une influence, comme le prétend votre conseil, mais sur la base d'expériences concrètes qu'elle relate avec une clarté troublante pour une enfant de son âge. Elle remua les papiers devant elle. Par conséquent, ce tribunal accorde la garde physique et légale définitive d'Emma Sullivan à Jennifer Carson, tandis que M. Sullivan aura des visites supervisées 2 fois par mois, sous réserve de sa participation continue à une intervention thérapeutique et de l'amélioration démontrée de son comportement. Un murmure parcourut la salle. Le visage de Sullivan se décolora, son masque de préoccupation contrôlée se brisant pour laisser apparaître une incrédulité et une rage nue. « C'est scandaleux », souffla-t-il à son avocat, assez fort pour être entendu par les personnes présentes. « Regardez ma fille, ils ne peuvent pas. » De nouveau, le juge Abernathy intervint d'une voix qui montait légèrement au-dessus des murmures. Monsieur Sullivan continuera de verser une pension alimentaire au niveau précédemment établi et se conformera à toutes les recommandations thérapeutiques émises par l'équipe de traitement d'Emma, avant que toute modification de cet accord ne soit envisagée. Le tribunal reconnaît la valeur potentielle de la relation père-fille, mais cette potentialité ne peut se concrétiser que dans un contexte de sécurité et de confiance, 2 éléments qui n'ont pas été établis pour le moment. Sullivan se redressa brusquement, son avocat tentant frénétiquement de le ramener à sa place. « C'est une parodie », déclara-t-il, sa façade publique soigneusement élaborée s'effondrant complètement. « Vous n'avez aucun droit de m'ôter ma fille, sur la base des fantasmes d'un enfant confus et de la vendetta d'un médecin trop zélé. » « Monsieur Sullivan, » avertit le juge Abernathy, « contrôlez-vous ou je vous tiendrai en comptant. J'ai bâti cette communauté. » Sullivan continua, ignorant l'avertissement, le visage rougi de colère, « J'ai donné des millions aux institutions de la ville, y compris à l'hôpital qui me trahit maintenant. Savez-vous qui je suis, Robert Sullivan ?» Le juge répondit calmement, « Actuellement, vous êtes un homme qui démontre précisément le manque de contrôle et de lucidité qui inquiète ce tribunal quant à votre capacité à éduquer un enfant vulnérable. » Elle se tourna vers le brigadier, « Veuillez escorter M. Sullivan hors de ma salle d'audience. » Lorsque le brigadier s'approcha, Sullivan laissa enfin son avocat le ramener à sa place, bien que son expression demeurât furieuse. Nathan observa cette scène avec un mélange de détachement professionnel et de satisfaction personnelle. Le masque de Sullivan était enfin tombé, révélant l'homme volatile qu'Emma avait toujours su exister sous cette façade polie. Cette décision prend effet immédiatement, conclut le juge Abernathy. La séance est levée. Le claquement net du gave résonna dans la salle alors que les personnes se levaient, un murmure de conversation emplissant l'air. Nathan se tourna pour voir Emma assise auprès de Jenny, son petit visage solennel, mais ne portant plus l'attention perpétuelle qu'il avait observée durant son hospitalisation. Leurs regards se croisèrent et elle offrit un sourire timide qui transforma son expression. Le docteur Winters s'approcha d'eux, sa contenance professionnelle adoucie par un soulagement évident. Emma s'est très bien comportée en chambre, claire, cohérente et remarquablement posée pour une enfant de son âge, déclara le juge Abernathy, impressionné. C'est une enfant remarquable. Nathan acquiesça, observant Jenny envelopper Emma d'un bras protecteur et chuchoter quelque chose qui fit hocher la tête à l'enfant. Le docteur Cole se retourna pour apercevoir Mademoiselle Diaz, la tutrice ad litem d'Emma, qui lui tendait la main. Excellent travail tout au long de cette affaire. Votre intervention initiale et votre plaidoyer constant ont fait toute la différence. Emma a fait la différence, corrigea doucement Nathan. Elle a trouvé le courage de parler à quelqu'un qui était prêt à l'écouter. Mademoiselle Diaz répondit, c'est plus rare qu'on ne le pense.
Pendant ce temps, Sullivan et son équipe juridique rassemblaient leurs documents, son avocat parlant intensément à son client qui semblait à peine écouter, le regard fixé sur Emma avec une intensité qui poussa Nathan à se mettre instinctivement en travers de sa ligne de mire. Notant ce mouvement, les yeux de Sullivan se tournèrent vers Nathan, un sourire glacial tordant ses traits. « Félicitations, Dr. Cole, dit-il, sa voix assez forte pour les atteindre. J'espère que vous êtes prêt à vivre avec les conséquences d'être intervenu dans ma famille. » Avant que Nathan ne puisse répondre, Jenny s'avança, tenant fermement la main d'Emma. « Monsieur Sullivan, dit-elle d'une voix assurée, la seule famille qui est intervenue ici, c'est celle qui veille à ce qu'Emma bénéficie de la sécurité et des soins appropriés. Cela s'arrête aujourd'hui. » Elle se tourna vers Emma. « Va à la maison, ma chérie. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Sullivan fit un mouvement brusque, comme pour suivre, mais fut immédiatement retenu par son avocat et la présence vigilante du tribunal. Nathan et le docteur Winters se mirent en marche derrière Emma et sa tante, formant une barrière protectrice jusqu'à ce qu'ils atteignent les marches du palais de justice. Dehors, le soleil printanier offrait une métaphore appropriée pour le nouveau départ qui s'ouvrait à Emma, alors qu'ils se préparaient à se séparer où Jenny et Emma vers leur voiture d'attente, Nathan et le docteur Winters retournent vers l'hôpital. Soudain, Emma se détacha de sa tante et courut vers Nathan. « Dr. Cole, » dit-elle en levant les yeux vers lui, ses yeux clairs ne portant plus la fatigantée qu'il avait remarquée au début, « Merci de m'avoir cru ce jour où j'ai chuchoté. » Nathan se mit à genoux à sa hauteur, reconnaissant l'importance de l'instant. « Merci d'avoir eu le courage de chuchoter, Emma. C'est ainsi que tout a commencé, avec ton courage. » Elle réfléchit un instant puis hocha la tête, avec une maturité sérieuse, à la fois au-delà de son âge et douloureusement appropriée pour une enfant contrainte de grandir trop vite. « Parfois, les choses les plus silencieuses sont les plus importantes à dire, observa-t-elle. C'est très vrai, acquiesça Nathan, frappé par la sagesse de ces mots. Et c'est très intelligent de ta part de comprendre cela. Emma jeta un regard vers sa tante, puis baissa la voix avec une confidence. On va toujours avoir de la glace au parc le samedi. Tante Jenny dit que tu peux? Viens, si tu n'es pas trop occupé avec d'autres enfants qui ont besoin d'aide. J'aimerais vraiment cela, répondit Nathan, ses limites professionnelles cédant doucement à la connexion humaine qui s'était formée au cours de leur périple commun, avec un dernier sourire. Emma rejoignit sa tante en prenant la main de Jenny alors qu'elle se dirigeait vers la voiture qui les ramènerait à la maison, non pas vers le manoir imposant où la peur régnait, mais vers la chaleureuse et modeste maison où Emma apprenait que la sécurité, la nourriture et l'amour étaient des droits, et non des privilèges à gagner par une perfection impossible. Nathan les regarda s'éloigner, le poids de l'affaire se levant lentement de ses épaules. Il y aurait d'autres enfants aux secrets murmurés, d'autres abuseurs puissants aux façades polies, d'autres luttes contre des systèmes conçus pour protéger les vulnérables, mais trop souvent influencés par ceux qui disposent d'influence et de ressources. Mais aujourd'hui, une vérité murmurée avait prévalu contre toutes les tentatives de la faire taire. Un enfant dormirait en sécurité ce soir parce qu'il avait trouvé le courage de parler et que quelqu'un avait choisi d'écouter. Dans le calcul complexe du travail de protection de l'enfance, avec ses compromis inévitables et ses solutions imparfaites, cette victoire singulière détenait un pouvoir qui renouvelait l'engagement de Nathan envers le prochain enfant qui pourrait murmurer sa vérité dans un monde trop souvent réticent à écouter. 6 mois plus tard, Nathan était assis sur un banc de parc, regardant Emma courir après des bulles sur l'herbe, son rire porté par la brise d'automne. La transformation de l'enfant timide et craintif qu'il avait rencontré pour la première fois en cette joyeuse fillette de 8 ans le frappait encore comme remarquable, bien que le docteur Winters lui eût assuré qu'une telle résilience n'était pas rare lorsque des enfants étaient retirés d'environnements abusifs et bénéficiaient de soins constants et bienveillants. Jenny s'installa à côté de lui en lui tendant une tasse de café du stand voisin. « J'ai eu un A à mon projet de science », rapporta-t-elle avec une fierté tranquille. Mon professeur dit que je suis complètement à jour sur le plan académique, peut-être même en avance dans certaines matières. Ça ne me surprend pas, répondit Nathan, observant Emma montrer avec soin à un enfant plus jeune comment faire des bulles sans les éclater immédiatement. Elle a toujours été intelligente, elle avait juste besoin d'espace pour le montrer. Les mois écoulés depuis la décision de garde avaient apporté des changements significatifs. Sullivan avait initialement déposé un appel, mais l'avait retiré après que son avocat lui eut conseillé que sa crise de colère au tribunal avait gravement compromis son dossier. Au lieu de cela, il s'était relocalisé au bureau de sa société à Londres, maintenant ses visites supervisées 2 fois par mois par le biais d'appels vidéo, que Emma abordait avec une anxiété décroissante à mesure que le sentiment de sécurité s'installait.
Le docteur Winters continua à travailler avec Emma chaque semaine, l'aidant à traiter ses expériences et à développer la sécurité émotionnelle qui avait été systématiquement minée par l'abus de son père. Les cauchemars avaient diminué, tout comme l'hypervigilance qui avait jadis caractérisé ses interactions avec les adultes. Le plus important, Emma avait commencé à récupérer l'enfance qui avait été interrompue, se faire des amis à l'école, rejoindre un cours d'art pour enfants, développer des préférences et des opinions qu'elle exprimait sans craindre de punition. La transformation était visible dans tout, de sa posture améliorée au sourire facile qui apparaissait désormais régulièrement sur son visage. « Robert a appelé hier », dit Jenny en interrompant les réflexions de Nathan. « Il veut augmenter le calendrier des visites, peut-être que Emma viendra le voir à Londres pendant les vacances scolaires. » L'expression de Nathan devait refléter son inquiétude, car Jenny ajouta rapidement « Ne t'inquiète pas, je lui ai dit que nous suivrions exactement les recommandations du docteur Winters, sans aucune déviation sans son approbation et certainement pas de visite à l'étranger tant qu'Emma n'indiquera pas se sentir complètement à l'aise avec lui. » Comment Emma se sent-elle par rapport aux appels ? Demanda-t-elle. Mieux. Je pense qu'il est au meilleur de son comportement depuis la décision. Plus de manipulation subtile ou de tentative de miner sa confiance en nous, que ce soit un changement véritable ou simplement une adaptation à sa nouvelle réalité. Elle haussa les épaules. Le temps nous le dira. Et comment tiens-tu le coup ? Demanda Nathan. Le dossier de garde avait propulsé Jenny dans un rôle parental inattendu après des années à enseigner aux enfants des autres. C'est un ajustement, admit-elle, mais un bon. Catherine serait fière de la résilience de sa fille. J'aurais juste souhaité. Sa voix se tut, le regret tacite de la situation de sa sœur planant entre elles. Tu fais une différence énorme dans la vie d'Emma, l'assura Nathan. Les progrès qu'elle a réalisés ces derniers mois en disent long sur l'environnement que tu lui as créé. Jenny sourit en regardant Emma abandonner les bulles pour grimper sur la structure de jeu à proximité, exhibant la confiance décontractée d'une enfant qui se sentait en sécurité dans son environnement. Nous prenons encore les choses au jour le jour, certaines matinées sont plus difficiles que d'autres. Elle vérifie toujours si la cuisine est verrouillée, parfois elle accumule encore des encas dans sa chambre, dit-elle. Occasionnellement, le docteur Winters dit que ces comportements pourraient persister pendant des années. Il pourrait, acquiesça Nathan. Le traumatisme laisse des traces, mais elles s'estomperont à mesure qu'elle construira de nouvelles expériences pour contrebalancer les anciennes. Leur conversation fut interrompue lorsque Emma accourut, légèrement essoufflée par l'effort et le bonheur. « As-tu vu comme j'ai grimpé haut ?» demanda-t-elle, les yeux brillants du simple plaisir de l'accomplissement physique. « Oui, » confirma Nathan, très impressionnant. Tante Jenny dit que nous pouvons prendre une glace avant de rentrer à la maison. Emma continua, ses mots déferlant avec un enthousiasme enfantin, ils ont celui avec de la pâte à cookies que tu aimais la dernière fois. Ça a l'air parfait, acquiesça Nathan, se levant du banc alors qu'il se dirigeait vers le stand de glace. Emma glissa spontanément sa main dans la sienne, un geste de confiance qui le touchait encore à chaque fois que cela se produisait. Au fil des mois depuis la décision du tribunal, il était passé progressivement de son médecin à quelque chose de moins défini, mais non moins important, un adulte de confiance dans son cercle de sécurité en expansion, un lien avec le moment crucial où sa vérité murmurée avait tout changé. Les limites professionnelles existaient pour de bonnes raisons, mais parfois les cas dépassaient les limites conventionnelles. Le docteur Okafor avait reconnu cela en approuvant son implication continue, quoique plus limitée, ou dans la vie d'Emma. Certaines relations médecin-patient évoluent en quelque chose de différent mais tout aussi précieux, avait-elle observé, en particulier dans les cas où cette relation était déterminante pour des changements de vie significatifs. Emma tira sur sa main en pointant du doigt un chien jouant à rapporter une balle à proximité. « On peut regarder un moment ? J'ai demandé à tante Jenny si nous pouvions avoir un chien, elle dit peut-être pour mon anniversaire. » « Un chien, c'est une grande responsabilité, » répondit Nathan en suivant son exemple vers la pelouse où le Golden Retriever ramenait avec enthousiasme une balle à son propriétaire. « Je sais, » dit Emma solennellement, « mais je pense que je serais douée pour prendre soin de quelqu'un d'autre pour changer. » La simple déclaration, offerte sans auto-apitoiement ni drame, résumait le parcours qu'elle avait accompli, passant d'une enfant forcée de naviguer dans les humeurs imprévisibles et instables des adultes et dans des règles arbitraires, à une enfant qui envisageait la responsabilité positive de prendre soin d'un autre être vivant. Plus tard, alors qu'ils étaient assis avec leur cornet de glace à une table de pique-nique, Emma demanda soudainement « Te souviens-tu de ce jour à l'hôpital où je t'ai parlé des pilules bleues ?» Nathan hocha la tête, surpris par sa mention.
Emma faisait rarement référence directement aux expériences qui avaient conduit à son éloignement des soins de son père, bien que le docteur Winters lui eût assuré qu'elle en discutait de manière appropriée en thérapie. « J'avais tellement peur », continua-t-elle, son expression réfléchie plutôt que détendue. « Je pensais que tu ne me croirais peut-être pas. Papa disait toujours que les médecins étaient occupés et importants et n'avaient pas le temps pour des histoires stupides, mais tu m'as quand même écouté. » Nathan observa, c'était incroyablement courageux. Emma considéra cela en léchant une goutte de glace de son cornet. « Je ne me suis pas sentie courageuse, j'avais l'impression que je pourrais vomir, dit-elle en le regardant, mais tu as écouté comme si ce que je disais avait de l'importance, comme si j'avais de l'importance. Tu as vraiment de l'importance, ajouta-t-elle. Emma hocha la tête, apparemment satisfaite de cette confirmation. Le docteur Winters dit parfois que nous devons être à la fois effrayés et courageux, qu'ils ne sont pas des opposés. Le docteur Winters est très sage, acquiesça Nathan, à nouveau impressionné par la capacité d'Emma à intégrer des concepts émotionnels complexes. Je devrais être fier de moi pour m'être exprimé même quand j'avais peur. L'expression d'Emma devint sérieuse. Penses-tu que d'autres enfants comme moi, avec des secrets effrayants, trouvent quelqu'un à qui les raconter? La question touchait directement au cœur du travail de Nathan, sachant que pour chaque Emma Sullivan qui trouvait le courage et un auditeur réceptif, il y avait d'autres dont les murmures restaient inouïs ou ignorés. Pas toujours, répondit-il honnêtement, mais de plus en plus de gens apprennent à mieux écouter. C'est pourquoi ce que tu as fait était si important. Emma hocha la tête, traitant cela avec la gravité qu'elle affichait encore parfois. Puis, avec la résilience de l'enfance, elle changea complètement de sujet. Peut-on nourrir les canards avant de partir? J'ai gardé une partie de mon cornet pour eux, dit-elle en se dirigeant vers l'étang. Emma sautillait avec le pain qu'elle avait gardé, et Nathan réfléchit au chemin qui avait commencé par une confession murmurée et mené à ce jour d'automne ordinaire, rempli de bulles, de glace et de la simple joie d'une enfant en sécurité dans son monde. Les systèmes censés protéger des enfants comme Emma restaient imparfaits, la lutte contre les abuseurs puissants se poursuivant, mais aujourd'hui, en voyant Emma accroupie au bord de l'eau, gloussant tandis que les canards s'approchaient pour ses offrandes, la victoire semblait complète et sans équivoque. Un enfant était en sécurité, guérissait, retrouvant son enfance, un plaisir ordinaire à la fois. Tout avait commencé par un murmure, un fil fragile de vérité offert dans un moment de courage désespéré. Ce murmure avait été entendu, cru, défendu contre toutes les tentatives de le faire taire, et maintenant il s'était transformé en quelque chose de totalement différent. Le rire lumineux et sans inhibition d'une enfant qui n'avait plus besoin de murmurer ses besoins, ses sentiments, son existence même dans un monde qui avait enfin choisi d'écouter.